Bonjour à toutes et tous, bonjour Gaspard, bonjour Jérémy. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Et bienvenue dans cette conférence en ligne inédite sur le métavers et ses impacts en RH et formation. Avant qu'on démarre, je vais vous expliquer comment on va fonctionner pendant les 2 prochaines heures. Donc on utilise l'outil Livestorm sur lequel vous êtes. Vous avez à droite de votre écran 2 onglets. Un onglet chat pour discuter entre vous et vous dire bonjour les uns les autres, et un deuxième onglet questions. Vu qu'il y a énormément de monde qui est inscrit à la conférence aujourd'hui, on va vous demander de réserver les questions que vous nous posez dans l'onglet questions, et on va mettre en place un système de vote pour que vous puissiez voter pour les questions, vos questions préférées, afin de nous aider à prioriser les questions auxquelles on va répondre. Je disais beaucoup de monde parce qu'on a presque 1700 inscrits. Je pense qu'aujourd'hui, en direct, on va être entre 600 et 700. Si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, tout ce qu'on va dire et faire vous sera restitué par email. C'est-à-dire que vous recevrez automatiquement, dans l'heure qui suivra la fin de la conférence, un replay via un email de Livestorm. Et nous, par la suite, on vous enverra un email plus complet avec un lien vers le replay, les slides qui ont été diffusés et éventuellement quelques liens vers d'autres outils dont on aura parlé. Voilà pour la forme et l'outil. Je vais vous présenter, une fois qu'on se sera présenté le programme, je vous dis dès maintenant, vu qu'on est ensemble pendant 2 heures, on va prévoir à mi-parcours une pause de 5 à 10 minutes, et pour que vous puissiez vous reposer, parce que cognitivement, 2 heures de webinaire en live, c'est chargé, mais aussi parce que la deuxième partie, on va vous faire des démonstrations en direct. Alors, petite précision technique, même si on va parler de réalité virtuelle, vous n'avez pas besoin de casque pour suivre, y compris les démonstrations qu'on va faire, puisque vous aurez une restitution en 2D sur votre écran. Tout ça pour teaser aussi la deuxième partie qui va être extrêmement intéressante, puisque là, vous verrez des environnements immersifs qu'on va tester en direct. On va dès à présent se présenter. Gaspard, je te laisse commencer par te présenter. Oui, merci Pierre. Donc, Gaspard Tertrais, je suis directeur technique de Tomorrow Theory. Dont Jérémy, qui est le président, est ici présent. J'ai un parcours dans l'ingénierie informatique. Je suis passionné par la blockchain notamment, et donc par tous les sujets de métavers, Web3 et tout ce que ça peut apporter pour le futur des technologies et la collaboration humaine. Merci. Jérémy? Merci Pierre, je suis très content d'être ici ce matin. Donc, Jérémy, je suis le cofondateur du Lab RH et également, donc, plus récemment, le cofondateur et président de Tomorrow Theory, qui est une agence d'innovation RH et qu'on va présenter juste après. Et puis moi, je m'appelle donc Pierre Monclos, je suis DRH et expert en digital learning chez Youno. Donc moi aussi, je vous présenterai Youno ensuite, mais en résumé, pourquoi est-ce que je suis là aussi aujourd'hui? Je fais une veille sur toutes les évolutions qui touchent au RH et à la formation, qu'elles soient technologiques, pédagogiques, réglementaires ou en termes de bonnes pratiques. Ça, c'est la moitié de mon temps. Et l'autre moitié de mon temps, je suis DRH chez Youno, donc je suis aussi praticien sur les sujets dont je vais parler. On va passer à la présentation de Tomorrow Theory, qui a été créée il y a quelques mois, c'était en juin. Oui, c'est ça. Donc, on a fait le lancement de Tomorrow Theory en juin. Le postulat derrière Tomorrow Theory, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a 3 grands piliers autour des sujets d'innovation RH. On a tous les sujets autour des compétences qui vont permettre de valoriser, développer, identifier tout ce qui touche au capital humain. On va avoir un pilier autour de la technologie, parce qu'en fait, les usages évoluent très vite et on a besoin souvent de passer ces usages à l'échelle. Et un dernier pilier autour de la gestion du changement. Et donc, parce que la technologie et les processus ne servent à rien si derrière, on n'accompagne pas les humains dans ces évolutions. Donc, autour de Tomorrow Theory, on a décidé de mettre en place une offre complète, donc du conseil en stratégie, de la sensibilisation, de l'aide au choix, mais aussi de l'ingénierie et du prototypage. C'est ce qui nous différencie d'un cabinet de conseil classique. On est vraiment une agence d'innovation qui permet d'associer la réflexion à l'action sur le terrain. Ok. Claire, merci Jérémy. Et moi, en 2 mots pour vous présenter Youno, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Nous, on est un organisme de formation et on est l'organisme de formation spécialiste de l'impact learning. C'est-à-dire que notre promesse pour les entreprises qui travaillent avec nous pour former leurs salariés, c'est de transformer les comportements et les compétences des salariés qui constituent vos équipes et de vous présenter à vous, service RH formation, des résultats mesurables de l'évolution des comportements et des compétences entre avant, pendant et après la formation. Et quand je dis après la formation, ce n'est pas juste au moment où se termine la formation, mais au moins un mois plus tard pour pouvoir voir tout ce qui a changé directement en situation de travail.
On propose une offre de formation qui est certifiante. La plupart de nos formations sont éligibles au CPF et qui est 100% en ligne, en inter, en intra, en français et en anglais, sur toutes les compétences transversales, donc notamment les soft skills dont on va un petit peu parler aujourd'hui, mais aussi tout ce qui touche au management, à la gestion de projet, à la communication et au travail à distance. Et ces prochaines semaines, à la vente et relations clients, qui est la nouvelle gamme de formation qu'on va sortir. Voilà pour les présentations. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Le programme, ce que je vous disais, on est 2 heures avec une petite pause au milieu. Donc la première partie, c'est la partie théorique, alors qui va quand même être très concrète et très pratique, pour décrypter, c'était la promesse de ce webinaire, ces termes de métavers, de Web3 et tout ce qu'ils impliquent. Ensuite, on prendra 15 minutes pour répondre à vos questions. Puis, on fera une pause. Et ensuite, on reprendra avec des tests en direct. C'est-à-dire qu'on a des casques de réalité virtuelle et on vous montrera quelques exemples, notamment de situations immersives pour décrire quels peuvent être les impacts, intérêts ou limites en RH et en formation. On vous montrera quelques vidéos qui présentent d'autres formats. Et puis, à nouveau, on prendra pas mal de temps pour échanger avec vous, pour que ce soit le plus interactif possible, pour répondre à vos questions. Et on aura terminé aux alentours de midi. Sur la toute première partie... Alors, c'est moi qui vais prendre la première partie. On parle métavers, RH et formation. Pour bien comprendre ce qu'est le métavers, il faut déjà comprendre ce qu'est le Web3 et avant ça, la blockchain, qui est vraiment la technologie sous-jacente à cet écosystème. Je vais te faire un petit décryptage technique de la blockchain. Je vais essayer de rester simple et si tu as des questions entre-temps, n'hésite pas à me couper. OK. Il faut voir la blockchain comme un grand registre mondial, décentralisé, public, anonyme et très sécurisé, sur lequel on trouve des transactions. Donc, transactions, ça peut être Monsieur A donne 10 crypto-monnaies à Monsieur B, ou Monsieur C donne un tableau virtuel à Monsieur D. Donc, toutes ces transactions sont inscrites dans des blocs, par bloc, dans ce grand registre. Donc, dans un bloc, il y a 10-20 transactions, par exemple. Et ces blocs sont alignés de façon chronologique et linéaire. Donc, le premier bloc représente les premières transactions qu'il y a eu sur une blockchain. Le dernier bloc, les dernières transactions qu'il y a eu sur une blockchain. Une fois qu'on inscrit un bloc dans la blockchain, il est là pour toujours, il ne peut plus être effacé, il ne peut plus être modifié. Mais dis-moi, Jamy. Non, mais aujourd'hui, en fait, on est sur un webinar VR. Ouais. Et là, tu nous parles de blockchain. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'il va y avoir un lien entre tout ça? Ah oui, bien sûr. Mais j'y viens, Jérémy. Cette blockchain qui est également décentralisée, c'est-à-dire qu'elle ne se situe pas à un seul endroit. Ce grand registre est multiplié dans des milliers d'ordinateurs. Donc, chaque ordinateur a une copie de ce registre, ce qui rend la chose très résiliente. S'il y a une attaque informatique sur un des registres, les autres peuvent prendre le relais. C'est également une technologie sans entité centrale de contrôle, c'est-à-dire que c'est la communauté qui gère ce grand registre. Donc, la communauté décide de valider les transactions, décide du futur de la blockchain, etc., etc. C'est comme l'intelligence collective appuyée par la technologie, si vous voulez. C'est également public, c'est-à-dire que toutes les informations d'une blockchain sont disponibles. Le code de la blockchain, la façon dont c'est construit, vous pouvez le trouver sur Internet. Toutes les transactions sont également publiques et visibles par tous via une connexion Internet. On peut également... Pierre, j'ai une petite question. Qu'est-ce que tu appelles transaction? Parce que souvent, et c'est dans les questions qui nous sont arrivées depuis, il y en a qui nous disent « Ah, mais pour moi, la blockchain, c'est le Bitcoin, c'est une monnaie. En fait, la blockchain, c'est beaucoup plus large que ça. » Et tu parles beaucoup de transactions. Qu'est-ce qu'on met derrière transaction pour pas ne s'attaquer qu'à une monnaie virtuelle? Bien sûr. Alors, par exemple, une transaction, si vous voulez faire une transaction sur la blockchain, vous avez donc un portefeuille de crypto-monnaies, de crypto-actifs, si vous voulez, que la blockchain vous donne avec un mot de passe pour prouver que vous êtes bien propriétaire de ce portefeuille. Et sur ce portefeuille, vous pouvez avoir donc des crypto-actifs, des crypto-monnaies, comme le Bitcoin, comme Ethereum et les crypto-monnaies dont on a tous entendu parler un jour, mais également des actifs non fongibles. Donc, quand on parle de la fongibilité, donc on a la monnaie est typiquement fongible, c'est-à-dire que si je te donne, Pierre, 1 euro, tu me donnes 1 euro,
À la fin, il n'y a pas de changement de valeur, on repart tous avec 1 euro, on est tous contents. Ouais. Et il y a également des tokens non fongibles qui ont leur propriété propre. Si tu as un tableau de Picasso et que moi j'ai une copie de ce tableau de Picasso et que je te demande de l'échanger, tu vas me dire non parce que mon tableau de Picasso c'est un original et j'aurais bien raison. Et du coup, on retrouve le même concept sur la blockchain, c'est-à-dire que ces tokens non fongibles peuvent représenter à peu près tout ce qu'on veut, des œuvres d'art, des certifications, des diplômes, et tout cela, ça peut s'échanger via ce qu'on appelle des transactions. Donc, on peut envoyer un tableau numérique à une autre personne qui est certifiée par NFT, donc qui est signée numériquement par l'artiste. Les certificats, un organisme comme Youno pourrait envoyer des certifications à ses étudiants, par exemple, en disant que cette personne a bien fait. Donc, je résume, Gaspard, en fait, ces jetons non fongibles, c'est NFT, c'est des espèces de capsules qui sont sécurisées dans la blockchain et dedans, on met ce qu'on veut, n'importe quel type de document. Exactement, exactement. C'est ça. Donc voilà, donc on va avoir plusieurs actifs dans un portefeuille. Ce portefeuille est complètement anonyme, donc ce n'est pas forcément lié à votre identité. On y reviendra tout à l'heure. Ça fera partie de votre nouvelle identité numérique, en quelque sorte. Donc voilà, pour résumer la blockchain, c'est une technologie de désintermédiation. On essaie d'enlever tout parti tiers en faisant travailler la communauté qui va sécuriser le réseau et décentraliser, donc très sécurisé. Et donc, quand on parle de transaction, ça veut dire que soit on envoie une crypto-monnaie ou un jeton non fongible d'un portefeuille à un autre. À un autre. Par exemple, un portefeuille comme une adresse email, si tu veux. Tu as une adresse email, je décide de t'envoyer, de faire une transaction, de t'envoyer soit de la crypto-monnaie, soit un NFT. Je rentre ton adresse de la blockchain, j'envoie à Pierre ce que je veux, et ça compte pour une transaction. Comme on ferait un virement bancaire, en fait. Comme on ferait un virement bancaire. Et donc ça, la différence avec les systèmes actuels, les grands systèmes qu'on connaît, c'est que les grands systèmes sont centralisés, c'est-à-dire qu'il y a des endroits par où ça passe forcément, alors que là, dans la blockchain, on ne sait pas vraiment par où ça passe. Exactement. Alors, on sait pas vraiment par où ça passe, oui et non. Par exemple, si je veux faire un virement à Pierre dans l'état actuel des choses, il faut que je demande à ma banque d'accepter le virement que je veux te faire. Là, en fait, c'est la blockchain, donc la communauté, l'intelligence collective qui va valider le fait que j'ai bien assez de crypto-monnaies sur mon compte de blockchain et qui va accepter si j'en ai assez. Si j'en ai pas assez, je vais refuser. Mais il n'y aura aucune subjectivité dans l'acceptation. Automatiquement, c'est un algorithme. D'accord. C'est l'algorithme. Donc là, vous l'avez compris, on commence déjà à décrypter le plus rapidement possible, mais avec toute ta pédagogie, des concepts pour ensuite, petit à petit, commencer à voir le sujet, l'impact pour les RH. Mais c'est indispensable de passer par là, vu la complexité des termes, dans le bon ordre pédagogique. Donc là, on a parlé de blockchain, on a déjà parlé un peu de jetons non fongibles ou NFT. Je fais juste une petite micro-parenthèse. Parce que je pense que quand on vient assister à des trucs sur le métavers, réalité virtuelle, avec ce qu'on entend dans le grand public, on peut se dire, foutez le casque et c'est tout. Et on pense que c'est juste de la réalité virtuelle. Et là, ce que tu es en train de nous expliquer, Gaspard, c'est qu'en vrai, quand on parle vraiment de métavers et pas de marketing du métavers, il y a beaucoup plus que juste de la réalité virtuelle. Exactement. C'est, la réalité virtuelle, ce n'est qu'un aspect du métavers. Il y a énormément d'autres aspects au métavers, dont la blockchain, notamment pour assurer la persistance des données dans un monde virtuel. Ça, j'y reviendrai sur le décryptage du métavers. Donc, le métavers fait également partie d'un concept qui s'appelle le Web3, qui est le nouvel Internet, en quelque sorte, un nouveau paradigme pour Internet, sa nouvelle itération. Donc, pour comprendre le Web3, qui donc utilise la blockchain comme pierre angulaire, il faut comprendre déjà le Web 1 et le Web 2. Donc, le Web 1, c'est fin des années 90, début des années 2000, donc un tout nouvel Internet où il y a des projets qui se créent comme des champignons. Tout le monde essaye de faire son site Internet pour des cas d'usage divers et variés. Ces sites Internet sont en lecture seule, c'est-à-dire qu'un utilisateur peut aller sur ce site Internet, mais ne peut pas interagir avec le contenu, peut voir les informations. C'est un Internet assez décentralisé où la valeur est partagée entre pas mal d'acteurs qui essayent de faire des choses à cette époque-là. Le Web 2, ça arrive plus 2004-2005, création de Facebook, Twitter, Instagram, tous les réseaux sociaux, où là, il y a une recentralisation de la valeur
d'Internet dans quelques acteurs qui vont en fait proposer donc des réseaux sociaux, des lieux où les gens peuvent interagir ensemble, donc plus seulement lire du contenu, mais également interagir avec le contenu, poster des commentaires sur Facebook, mettre une vidéo sur YouTube, poster un tweet sur Twitter. Et finalement, c'est eux qui commencent à décider des règles pour être connus. Exactement, c'est ça. Donc, ils captent la valeur, ils captent tous les utilisateurs. Ils utilisent des algorithmes pour nos données personnelles qui sont opaques complètement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où vont nos données personnelles quand on utilise ces services. Quand on poste une vidéo sur YouTube, cette vidéo ne nous appartient plus vraiment, elle appartient à la plateforme sur laquelle on l'a mise, donc YouTube, qui va décider, ok, très bien, et comment je monétise cette vidéo? Est-ce que le contenu est ok? Est-ce que je dois censurer ou pas? Et tout ça, c'est des choses qui ne sont pas très claires pour l'utilisateur final, qui ne sait pas trop pourquoi sa vidéo a été bloquée, pourquoi. Voilà, c'est une entité centrale qui décide de comment doivent être traitées les données. Donc, tu as sûrement, Pierre, des dizaines de comptes différents que tu as créés sur des plateformes différentes. Donc, un compte Facebook, un compte Instagram, aussi Jérémy, un compte Amazon. On a mis tous nos noms, prénoms, informations, cartes de crédit, etc. Donc, ça, c'est pour... moi, je suis dans l'informatique de base. Pour moi, c'est une grosse faille de sécurité parce que ça veut dire que vous avez dispersé toutes vos informations un peu partout dans les bases de données de tous ces acteurs, et vous ne savez pas vraiment comment ces données sont utilisées, si elles sont sécurisées, s'il y a un piratage, est-ce que ces données ne vont pas se retrouver dans la nature et être exploitées de façon néfaste pour vous. Donc là, on arrive au Web3, où on essaye de résoudre un peu tout ça. Le Web3, donc, vous avez une identité, c'est votre identité sur la blockchain, c'est votre portefeuille de crypto-actifs, c'est ce que je vous disais. Ça existe déjà, ça, ou c'est le projet? Ça existe déjà, c'est déjà actif. Il y a déjà des sites internet qui acceptent ce genre de portefeuille. C'est des sites internet, du coup, où vous pouvez vous connecter à partir d'un point central qui est votre portefeuille de crypto-monnaie. Au lieu d'avoir 50 comptes partout, vous avez un compte et vous pouvez vous connecter là. Donc, pour entrer sur le site et se connecter, on ne met pas un email mot de passe. Non. Là, c'est par exemple avec les MetaMask et tout ça. Voilà. Si on se connecte avec son portefeuille de crypto-monnaie, c'est le nouveau mot de passe un peu. C'est exactement ça, c'est le nouveau mot de passe. Et au lieu de dispatcher vos données, c'est vous qui possédez vos données et vous décidez quelles informations vous donnez à quelle plateforme. Et même, vous pouvez décider de ne donner aucune information à la plateforme, que la plateforme, via la blockchain, vérifie que vous ayez 18 ans, mais sans savoir votre âge, votre nom, grâce à votre portefeuille de crypto-monnaie, par exemple. Et si on veut ne plus donner accès, on a juste en gros à décliquer ou un truc comme ça. Juste à déconnecter, et là... et ils n'ont plus nos données. Ils n'ont plus nos données, et vous pouvez aussi encrypter vos données, donc personne n'y a accès. Les méchants, ils les copieront. Les méchants, pas forcément, parce qu'avec la blockchain, justement, c'est la blockchain qui lit et qui certifie pour le site internet que vous avez bien 18 ans, par exemple. Donc, eux ne le voient même pas, ils savent juste que c'est OK. L'application, c'est juste que c'est OK, ils ne voient même pas les informations qui sont de leurs utilisateurs. Donc, c'est encore une fois complètement anonyme. Cette vidéo YouTube dont je vous parlais, donc cette vidéo, vous l'aurez sur votre portefeuille de crypto-monnaie, et elle ne sera pas hébergée sur la plateforme. Donc, cette vidéo-là, ce serait un NFT? Ce serait un NFT, exactement. Et vous pourrez la mettre sur une plateforme qu'on appelle décentralisée, une Decentralized Application, DApp, ça s'appelle, qui utilise la blockchain. Ce serait donc un espèce de YouTube collaboratif où le code de ce YouTube collaboratif est ouvert à tous, où c'est les utilisateurs de cette plateforme qui vont décider du futur de la plateforme, de savoir comment ça va être monétisé, est-ce que ça doit être censuré. Donc c'est vraiment par principe démocratique et par vote que ça va être décidé de façon complètement publique. Donc, c'est les utilisateurs qui décident de comment leur contenu va être exploité. Donc là, déjà, tu nous as parlé de la blockchain, cette espèce de grand réseau de données où on ne comprend pas trop comment ça fonctionne. Là, je vois plusieurs questions arriver sur finalement où sont les blocs, tout ça. Ça, c'est des questions un peu plus techniques. Et en gros, en cherchant rapidement sur Internet, on trouve vite et on peut malheureusement pas y passer trop de temps. En revanche, on a cette blockchain et là, tu nous dis, à partir de ça, on peut aussi créer carrément des applications, demain des Facebook, des YouTube, des choses comme ça. Et c'est genre des trucs qui appartiennent aux utilisateurs, gérés par les utilisateurs. Là, c'est vraiment un nouveau monde. Ah oui, exactement. C'est l'utilisateur une espèce de souveraineté individuelle, de nouvelle souveraineté de l'utilisateur qui va pouvoir reprendre en main ses données, ses contenus, sans avoir
Et l'argent de ces contenus aussi, exactement. Sans avoir à faire une confiance aveugle dans des grandes plateformes qui, on sait déjà, n'ont pas toujours été très correctes avec nos données personnelles, par exemple. Donc ça, voilà, c'est vraiment le Web3, c'est un web plus collaboratif, plus juste, plus démocratique donc, dans sa philosophie. Et donc, on arrive au métavers, au fameux métavers. Juste avant, pour faire la transition, est-ce que tu penses vraiment que Google, Facebook, tout ça, ils vont se laisser faire et se dire « Ok, allez-y, prenez toute la valeur ». Non, alors malheureusement, ça ne va pas se passer comme ça. Enfin, j'espère que les utilisateurs vont prendre conscience, justement, c'est pour ça qu'en parler aujourd'hui, c'est important. C'est qu'il faut de se rendre compte ce qu'il est maintenant possible technologiquement de faire pour éviter justement que les gros acteurs prennent la main sur et continuent à travailler un peu dans l'obscurité avec des algorithmes obscurs, sans transparence et continuer à capter toute cette valeur. Parce que là, ce que tu nous dis, en gros, c'est que derrière cette idée qui arrive de métavers, il y a la philosophie du Web3 où c'est collaboratif, partagé, tout ça. Et pourtant, aujourd'hui, quand on pense à métavers, on pense à Facebook qui s'est appelé Meta pour être le leader mondial du métavers. Et ce n'est pas trop l'idée qu'ils sont en train d'avancer, quoi. Exactement. Et donc, pour moi, par exemple, Meta de Facebook n'est pas un métavers, c'est un Facebook en 3D. C'est-à-dire que c'est un endroit où vous pourrez faire la même chose que sur Facebook, peut-être un peu plus, sauf que vous donnerez 10 fois plus d'informations sur votre vie personnelle. Finalement. Oui, finalement. Et donc, là, c'est potentiellement dystopique, parce que si une entreprise peut savoir, parce qu'il faut savoir que dans un métavers, vous mettez un casque de la réalité virtuelle, votre casque de réalité virtuelle, et je vais vous montrer, casque de réalité virtuelle, vous avez des caméras ici, pour être sûr que vous ne prenez pas des murs dans la figure quand vous jouez. Quand on joue chez soi. Quand vous jouez chez vous. Donc, potentiellement, une plateforme comme celle de Meta qui collecte vos données personnelles peut dire « Ah bah tiens, Pierre Monclos vit dans tel endroit, il a un canapé ici. Et il a une analyse 3D de tout mon appart, voilà. Et il sait exactement quel type de meuble que j'ai. Donc, ça trouve demain, il voit que ma commode est cassée, il va me faire une pub de commode. Exactement. Ouais, je vois, super, le meilleur des mondes. Et ça, c'est pas être parano, puisqu'en fait, déjà, avec le Web 2 et depuis quelques années, il y a des abus. Tu en parlais au passé, ils sont encore actuels et j'ai l'impression que toutes les 2 semaines, on trouve de nouveaux abus qui sont faits sans notre consentement. Là, ça aurait sinon le potentiel de le faire x10, là, juste avoir un on environnement. prend l'exemple, par exemple, de Gmail, où si vous envoyez à un collègue un email disant « J'aimerais bien partir en Guadeloupe », 3 minutes plus tard, comme de par hasard, vous voyez des bannières de pub qui vous proposent de partir en Guadeloupe. Donc oui, nos données sont tout le temps utilisées. Et là, ce que tu dis, c'est que si les géants s'emparent du Web3 sans la philosophie du Web3, probablement que ça va être encore monétisé à mort et on va être encore plus des vaches à lait. Ouais, ça va être vraiment… Il y a d'ailleurs un film que vous connaissez peut-être qui s'appelle Ready Player One de Steven Spielberg qui est une bonne introduction au métavers et qui justement fait la balance entre ce métavers décentralisé, anonyme et ouvert à tous et collaboratif, et ce métavers d'entreprise fermé avec des algorithmes cachés et où en fait les utilisateurs sont considérés comme des produits et plus comme des individus. Alors, tu nous as parlé de blockchain, de jetons non fongibles ou NFT, du Web 3.0 et de tout ce que ça implique. Le métavers là-dedans, comment on pourrait le définir, quelle est sa place et comment il est lié à ces différents éléments que tu nous as expliqués? Peut-être juste avant que tu avances sur le métavers, pour les personnes en fait, qui ne connaissent pas tout cet univers, on peut essayer de résumer un peu. Donc, on a ce fameux Web3, c'est le nouvel Internet. Et dans ce nouvel Internet, ce qui permet de passer d'un Internet ancien à ce nouvel Internet, c'est des nouvelles grosses briques technologiques. Et donc, dans ces nouvelles grosses briques technologiques, on a la blockchain, dont tu as parlé. Effectivement, la blockchain est une technologie, mais qui ouvre plein d'usages. Envoyer des monnaies virtuelles, envoyer des objets virtuels. Après, on a l'intelligence artificielle qui se développe beaucoup et qui va permettre aussi beaucoup plus de fluidité, d'instantanéité. Ça, tu pourras nous en reparler. Et puis, une troisième brique qui est donc toutes les technologies de la réalité étendue, la XR. Donc, dedans, on a la réalité augmentée ou la réalité virtuelle dont on va parler après. Et donc, ces 3 grosses briques, blockchain, IA et XR, elles permettent de faire émerger le nouveau web. Et dans ce nouveau web, tout ça, ça pourrait permettre le métavers. Alors, c'est quoi le métavers? Donc, le métavers, il faut voir ça comme un condensé de ce que Jérémy et moi venons de dire, un condensé de tout ça en 3D. Donc, c'est
un Internet qui passe de la 2D à la 3D, où donc vous avez plusieurs environnements virtuels qui sont accessibles via un portefeuille de crypto-monnaie, du coup, qui est votre identité. Donc, vous vous connectez à un monde avec votre portefeuille, vous récupérez. Là, on parle du métavers cible, hein, ce qu'il est supposé devenir. Oui. On ne parle pas de ce qu'il y a aujourd'hui. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ça. Hein. Non, parce que là, j'imagine les gens qui n'ont jamais vraiment entendu parler. Ok, on va aller un peu plus. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça, je pense que c'est important. Vrai, le métavers, il existe déjà ou pas? Le métavers n'existe pas encore dans une forme utile. Il y a des POC, des prototypes de métavers. Je pense à Decentraland, Sandbox, mais qui sont. Horizon Worlds. Horizon Worlds, non, c'est pas Horizon Worlds, c'est le métavers de Facebook, mais qui n'est pas vraiment en ligne avec ce qu'on a en tête du métavers. Mais ça, c'est important, je pense, parce qu'en fait, on a tellement de marketing sur le sujet du métavers. Ça me rappelle l'IA il y a quelques années, l'intelligence artificielle, où il y avait un marketing de l'intelligence artificielle qui est tel qu'on a l'impression que tout le monde faisait de l'intelligence artificielle, alors que juste, il suffisait de mettre le mot. Et là, on le voit après l'annonce de Facebook qui a changé son nom en Meta pour parler du métavers. Sur l'App Store, il y a tout un tas d'applis qui, d'un coup, sont mises à faire du métavers. Elles ont juste changé leur nom. Ouais, c'est vraiment un nom passe-partout. Maintenant, tout le monde l'utilise à tort et à travers. Mais c'est vraiment, il faut voir ça vraiment un univers en 3D persistant. C'est-à-dire que si vous coupez un arbre dans cet univers en 3D et que vous revenez 10 ans après, l'arbre ne sera pas revenu, il sera toujours coupé. Vous aurez un vieux tronc qui aura peut-être vieilli même. Donc cette persistance, elle est possible grâce à la blockchain et à l'historisation des données presque éternelle de la blockchain en fin de compte. Parce que cet arbre, en fait, c'est pas juste des bouts de pixels, c'est un objet apparent. C'est un objet, ce sera un NFT, par exemple. Ce sera un NFT d'arbre. En fait, tout sera des NFT comme dans un monde réel. Cette chaise, dans un monde virtuel, sera un NFT. Donc, dans ton métavers, on est dans un monde de pixels, mais peuplé d'objets qui ont leur identité propre. C'est ça. Qui pourrait exister en dehors de ce truc-là, en fait. C'est ça. Vous pouvez prendre cet arbre et aller le mettre, aller le planter dans un autre métavers, par exemple, si vous voulez. Faire des graines. Pourquoi mais oui, pourquoi pas faire des graines, faire d'autres petits NFT qui vont se disperser, faire pousser d'autres arbres, peut-être. Et donc, dans tous les usages en fait de la vie courante, donc les usages d'Internet et les usages de la vie courante se trouveront dans ces métavers-là. Vous pourrez il y aura une économie réelle grâce à la crypto-monnaie. Vous pourrez aller acheter des NFT chez le vendeur de NFT. Vous pourrez aller acheter dans la boutique je sais pas, Samsung, un smartphone qui arrivera chez vous, ou alors un smartphone virtuel. Je sais pas quoi ça pourrait servir. Alors moi, j'ai entendu que Zara allait faire ça, c'est-à-dire que Zara va permettre, je sais pas quand, je pense pas que ce soit déjà disponible, mais on pourra dans un magasin Zara dans un proto-métavers Decentraland acheter des habits virtuels Zara pour habiller son petit avatar, parce qu'il faut que tu nous parles des avatars aussi, pour habiller son petit avatar. Et en fait, dans la vraie vie, on va acheter un truc chez Zara et on pourra habiller son avatar pareil. Adidas le fait déjà. Voilà, Adidas commence à le faire, des jumeaux numériques de choses qu'on achète en ligne. Et donc, il y a toute une économie en train de se créer où on n'a plus besoin de produire les choses. Il suffit de donner des bouts de pixels aux gens et ils sont contents, c'est ça? Je suis un peu cynique, mais... En quelque sorte, après, ce sera les mêmes usages qu'Internet. Maintenant, qui peut se passer d'Internet, quoi. C'est toujours pareil. Moi, pour mon travail, quand je suis informaticien, quand je fais de l'informatique, j'ai besoin d'Internet, sinon je ne sais plus rien faire, quoi. C'est vraiment... donc le métavers, ça va créer des nouveaux usages, nous rendre la vie plus facile, et forcément, dans 10-20 ans, peut-être qu'on pourra plus s'en passer. Si c'est le métavers dont tu parles. Si c'est le métavers dont je parle. Ouais. Après, on pourra tout autant devenir accro à des métavers de Facebook, par exemple, quoi. Et ça fait un peu plus peur. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens pensent qu'on a une vision idéalisée du métavers. C'est aujourd'hui, tout est encore possible, le pire comme le meilleur. Exactement. C'est une technologie qui peut être un peu plus libératrice pour les utilisateurs sur Internet ou aliénante. C'est exactement ça. Alors, les avatars. Les avatars, donc, je vous ai parlé de votre portefeuille de crypto-monnaie. Les avatars, ce sera votre identité dans un métavers. Donc, vous pouvez décider d'être un homme, une femme, on ne genre pas. On ne genre pas. Si vous vous sentez plus de tel genre en virtuel et d'un autre genre en réel, vous pouvez changer, vous pouvez le faire. Vous pouvez aller vous mettre des cheveux noirs. Enfin, vous pouvez vraiment ressembler à ce que vous voulez, un petit gnome vert si vous voulez.
Alors, pourquoi tu nous parles de blockchain avec cet avatar? On ne peut pas juste dans une plateforme créer son avatar? Alors, vous pouvez, mais cet avatar, il restera dans cette plateforme. C'est-à-dire qu'il sera sur les serveurs de cette plateforme et vous ne pourrez pas avoir une identité décentralisée, une vraie identité sur Internet. Avec cet avatar, vous allez dans tel métavers, vous avez cette identité. Vous allez dans un autre métavers, vous gardez la même identité en fait. C'est votre identité. Tu veux dire un avatar qui serait en fait une sorte de NFT qui t'appartient, voilà, et qui serait ta représentation dans le monde virtuel, et tu peux l'embarquer de partout où tu vas. C'est ça. C'est comme ça que tu te connectes, en gros, c'est ce qui te reprette. Exactement. Comme un portefeuille physique, hein. Dans votre portefeuille, vous avez votre carte d'identité, ou que vous allez dans un magasin A ou B, vous avez toujours la même carte d'identité sur vous. D'accord. Et l'avatar, il a une apparence, il a un nom aussi? Il a le nom que vous souhaitez lui donner, ce qu'on appelle un pseudonyme, un pseudonyme. Donc, le coup, depuis le Web 1, on a les pseudos. Ouais, on a les pseudos, ça existe déjà. On regarde ça. Mais encore une fois, ça n'a pas de raison d'être lié à votre identité réelle, vu que c'est complètement anonyme. Alors, question d'usage et limite éthique, c'est demain, par exemple, je vais passer un entretien de recrutement dans un environnement virtuel, et j'ai un avatar qui ne représente pas mon genre actuel, avec un pseudo qui ne représente pas mon identité actuelle. Est-ce que c'est possible demain de se faire recruter comme ça et de ne pas être finalement la même personne que celle que je suis dans la réalité? C'est des questions très intéressantes à se poser. Je pense qu'il y aura des entreprises, peut-être que ça gênera, mais au final, si une entreprise veut vraiment recruter un candidat pour ses compétences, il va faire attention à ses compétences, donc les NFT qu'il aura dans son portefeuille. J'ai passé la formation d'empathie chez Microsoft, je suis diplômé de 42 école d'informatique. Ça, c'est des compétences qui seront sur le portefeuille. Donc après, c'est à voir. Là, tu es en train de détourner le sujet de manière intéressante. Ce que tu nous dis, c'est que finalement, l'apparence, il faudrait s'en moquer et puis plus s'intéresser à ce que la personne peut apporter. Exactement. Donc tous les recrutements, donc on dit toujours que la première impression marque beaucoup. Là, la première impression, c'est vraiment le futur employé qui va la donner comme il le souhaite à l'employeur. Combien de temps ça prendra en France? Je sais pas, ça doit prendre du temps. Pierre, je pense que ça prendrait beaucoup de temps. Et même là, on se demande, mais qui aurait intérêt à recruter sur le métaverse versus un univers virtuel plus simple, quand on veut un univers virtuel, versus des entretiens en vidéo ou en physique? Alors là, j'ai deux exemples rapides. Le premier, c'est Second Life, où depuis près de 20 ans, on a des entreprises qui font des événements pour essayer d'attirer des gens, avec le côté c'est dans le virtuel, c'est innovant, venez. Mais même Second Life 2004-2008, on a cette année Carrefour qui a réitéré l'expérience dans Sandbox pour une petite population autour des métiers de la data. Et on en dit ce qu'on en veut, mais ça a fait beaucoup parler. Ça, c'est un premier cas d'usage. Donc, ces personnes n'ont pas vocation à travailler dans ces environnements virtuels. C'est juste une manière de les attirer. Et après, il y a un autre cas d'usage où, si on ouvre des boutiques demain dans des environnements virtuels, on aura besoin de personnes pour faire de la vente dans ces environnements virtuels, des petits avatars. Et donc, en fait, il faut recruter des avatars travailleurs aussi. Et donc, ça veut dire que c'est pas déconnant d'aller les recruter directement dans le monde virtuel pour voir comment ils se comportent dans le monde virtuel. C'est deux super exemples qui, du coup, permettent de dire c'est complémentaire, ça ne va pas remplacer le recrutement demain, c'est complémentaire dans une stratégie globale de recrutement. L'exemple de Carrefour, c'était pour aller attirer certains métiers spécifiques où ils ont du mal à recruter et qui, ils ont supposé, seraient sensibles à l'idée d'avoir une expérience de premier contact dans un univers virtuel, mais ça n'a pas remplacé tous les entretiens de Carrefour qui continuent de faire en physique ou en visio. Non, d'autant plus que même si l'expérience de Carrefour est vraiment intéressante, je relativise un petit peu le succès communiqué dessus, parce qu'il faut quand même dire que c'était un événement de recrutement pour 30 personnes où il y avait directement Alexandre Bompard, le PDG. Et donc, quand on a la chance d'avoir le PDG du groupe Carrefour qui se déplace directement, oui, c'est plus attractif. Donc, je pense que la VR n'était pas le seul facteur qui fait que c'était attractif. Ok. Bon, ouais. Alors, on a parlé métavers, blockchain, Web3, les avatars. Donc, aujourd'hui, le métavers dont tu parles, là, il est prêt dans combien de temps? Il va falloir un peu de temps. Il y a eu beaucoup de spéculation sur les différents projets qui se montent sur les métavers. Il y a des dizaines, des centaines de projets différents qui essayent de se vendre comme le métavers qui va prendre le marché, tout ça. Pour l'instant, il y a aucun métavers qui est prêt. Il y en aura, je pense que de 5 à 10 ans, il faudrait
pour avoir un vrai métavers utile où les gens préfèrent se connecter sur ce métavers plutôt que de rester sur des plateformes traditionnelles. Ouais. Gartner, qui définit les cycles de maturité technologique, dans son rapport publié cet été, estime que le métavers sera prêt d'ici 10 à 12 ans, le métavers tel qu'on en parle. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a, même si les gens disent on ne sait pas ce que c'est le métavers, il commence quand même à y avoir une compréhension que le métavers, c'est un rassemblement de plein de technologies qui n'est pas encore tout à fait là et que tout ce qu'on voit autour aujourd'hui, ce n'est pas du métavers, c'est des plateformes de réalité virtuelle immersive ou non. C'est-à-dire soit avec un casque, soit sur l'ordi, mais on n'est pas encore vraiment dans le métavers. Mais on en parle aujourd'hui parce que ce projet-là, il y a déjà des plateformes qui commencent à y ressembler et qui ont des impacts monétaires ou dans la vie de tous les jours ou dans les entreprises, y compris RH. Il y a des entreprises qui commencent déjà à les utiliser régulièrement. VP fait des expérimentations très intéressantes, Accenture aussi, Carrefour a fait cette opération de recrutement, même si c'était one shot, c'est intéressant. C'est aujourd'hui, les usages commencent vraiment à entrer et petit à petit, c'est en train de sortir du côté gadget. On est quand même en train de trouver des vraies valeurs d'usage en RH, que ce soit sur de la collaboration, sur de l'attractivité et sur du développement de compétences, qui est ton gros sujet. Ouais. Mais alors, si dans les quelques minutes là qui nous restent pour la partie théorique, déjà, est-ce qu'on a fait le tour de tous les concepts avant de voir les implications RH globales? Oui, les concepts sont plutôt bien. Ok, sachant qu'on pourrait y revenir vu qu'il y a pas mal de questions. Donc, si on regarde les impacts pour les RH d'un métavers qui n'existe pas encore, mais des impacts qui visiblement existent déjà, il y a le recrutement, tu as donné des exemples, tu as parlé de collaboration. On entend beaucoup parler de « Ah, mais demain, on pourra se réunir dans le métavers ». Quel serait l'intérêt de se réunir dans le métavers plutôt que de faire une visio comme on fait aujourd'hui quand on refait une réunion avec des personnes qui sont à distance? Alors moi, je pense déjà il faut vraiment, pour toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, essayer de faire la différence entre le métavers, qui est cette fameuse vision cible d'un monde hyper connecté, décentralisé, tout ça, avec ce qu'on nous vend aujourd'hui, qui sont des plateformes de réalité virtuelle pas toujours ouvertes. Demain, on se réunira. Si on a besoin d'être dans une salle de réunion avec plein de fonctionnalités collaboratives, j'ai pas besoin qu'il y ait un univers ouvert autour, hein. J'ai juste besoin de cette salle. Donc, je parlerai plus de réalité virtuelle ou augmentée demain, des environnements virtuels ou des environnements augmentés, c'est-à-dire on est chez soi, mais avec des lunettes, on voit plus de choses, un peu comme des hologrammes. Et là, en RH, oui, ça peut créer du lien social. C'est un usage qui a commencé à prendre pendant la pandémie de Covid, mais on commence à en voir vraiment les intérêts, que ce soit pour économiser des billets d'avion ou de train, sur de la fatigue mentale aussi liée au transport, mais globalement aussi sur des moments où on n'avait pas l'habitude de se réunir. Donc parfois, pour certains projets, ça peut être bien d'essayer de s'immerger. C'est pas aussi bien que de se voir, mais ça peut être un petit peu mieux qu'un Zoom. Et donc, c'est cette espèce de modalité hybride qui va demain nous permettre d'aller un peu plus loin dans la manière dont on travaille ensemble, pour essayer sur des tâches, par exemple, créatives, sur du brainstorming, sur des choses comme ça. Microsoft est en train de sortir des choses vraiment intéressantes. Horizon Worlds travaille aussi dessus. Et donc, sur des environnements de travail en réalité virtuelle, on commence à avoir des choses qui peuvent créer de la valeur d'un point de vue RH. D'accord, donc une collaboration plus poussée parce qu'il y aura des fonctionnalités qu'on n'a pas aujourd'hui dans la manière de se réunir dans des Zooms ou visioconférences. Imaginons, par exemple, je suis dans un environnement virtuel. On imagine qu'on est, je sais pas, le truc assez caricatural, on est 2 chercheurs en maths. Et je suis dans la réalité virtuelle et je suis en train de dessiner mon équation, tout ça. Et je te la balance comme ça en l'air, parce que j'ai écrit en l'air, et puis toi, tu la prends et tu changes des trucs de place, tu dis, regarde, c'est mieux comme ça. C'est des choses sur un tableau, ce sera un petit peu plus relou. Et donc, cette possibilité de modifier la réalité qu'on est en train de travailler, que ce soit ça, un objet ou quoi que ce soit d'autre, on le voit déjà, par exemple, dans Iron Man, des trucs comme ça, quand en réalité augmentée, il est en train de modifier des éléments. Ça permet quand même, potentiellement, de créer plus vite. Ça permet de modifier la réalité à la vitesse de sa pensée. Ok, très clair. Donc, il y a des impacts sur le recrutement, sur la collaboration. Tu parlais tout à l'heure de certifier des diplômes ou des compétences, voire des expériences. Oui. Donc ça, c'est ce que les technologies permettraient, voire peuvent déjà permettre aujourd'hui. Oui, peuvent déjà permettre. Par exemple, avec Tomorrow Theory, on a eu un premier cas d'usage pour LVMH pour la certification d'une de leurs formations en NFT. C'est une formation sur le Web3 d'ailleurs. Donc c'est vraiment l'organisme de formation qui crée le NFT, qui a donc un portefeuille à elle-même et qui l'envoie sur le portefeuille de l'apprenant, de l'élève pour certifier de cette compétence. Et après, les recruteurs peuvent, par exemple, regarder le profil d'une personne
et voir toutes les compétences qui sont inscrites dessus. Aujourd'hui, tu pourrais le voir sur un CV. Vous pourrez le voir sur un CV, mais alors ce qui ne va pas sur le CV, c'est que moi je peux écrire un CV en mettant 90% de choses vraies. Et puis, personne ne ferait jamais ça. Alors que là, vous avez la personne qui monte son CV virtuel, mais vous avez également l'organisme qui valide que ces informations sont bien pertinentes et vraies. En gros, là par exemple, on est chez LVMH, on a fait une formation chez LVMH, on a eu derrière une certification qui dit oui, effectivement, soit tu as bien fait cette formation, soit ça donne telle compétence. Donc, soit participation, soit reconnaissance d'une compétence. Et en fait, ça derrière, c'est délivré par LVMH et on peut le prouver dans la blockchain. C'est ça. LVMH va dire, mon adresse de portefeuille, c'est celui-là, c'est mon adresse officielle. Donc, tous les NFT qui ont été produits par cette adresse, c'est bien des NFT officiels de LVMH. Donc là, les cas d'usage futurs, c'est par exemple la mobilité interne. Je veux bouger plus loin dans l'entreprise et donc je peux justifier tout un tas de compétences, mais pas seulement. C'est-à-dire, l'avantage, c'est pas simplement de digitaliser ce qu'on fait dans le monde réel. Ça peut être aussi de l'augmenter. Aujourd'hui, on va à une formation qui n'est pas certifiante, qui ne délivre pas vraiment de compétences. On l'a faite, c'est cool, mais ça ne vaut pas grand-chose. Demain, on pourrait donner des certificats de participation dans la blockchain. Et en fait, ces certificats mis bout à bout pourraient, à terme, créer une forme d'expertise. Dire, oui, on a la preuve que tu as participé à un webinar ci, par exemple le webinar d'aujourd'hui, pourrait donner un certificat de participation, un POAP, on appelle ça dans la blockchain, ou des choses comme ça. Et donc, tous ces trucs-là mis bout à bout pourraient prouver une expertise en auto-formation. Donc, ça fiabilise des expériences et formations qui laissent présupposer de compétences acquises qui peuvent être utilisées dès lors que dans le recrutement, on a besoin que la personne ait réellement cette compétence plutôt que de lui refaire passer des tests ou de supposer que ce qu'elle dit est vrai. Et ça décentralise. Par exemple, aujourd'hui, il faut être un organisme de formation pour pouvoir délivrer des certificats. Mais si tu veux délivrer un diplôme, c'est encore plus compliqué. Ouais. Demain, en fait, peut-être que tu n'auras plus besoin de délivrer de diplôme en tant que Youno, parce que la valeur de Youno en tant qu'organisme aura été tellement reconnue, et ce sera prouvé que ce sera un certificat Youno, qu'il y aura peut-être un score de qualité derrière, qui fera qu'en fait, ce sera très valable sur ton CV. Et demain, les gens pourront peut-être se vanter d'avoir un certificat Youno, parce que ce certificat aura un bon score de qualité. Il faut se dire que c'est toute une économie qui va se créer autour, et toutes les personnes qui veulent former pourront former, et si ces personnes sont reconnues par un nombre suffisamment de gens, un peu comme les open badges, alors en fait, ça aura un score de qualité, ça n'aura plus besoin de venir de l'État. Ok, donc ça fait des impacts sur la mobilité, en fait, sur beaucoup de pans du développement RH. Tout ce qui touche aux compétences, l'identification, la validation, la vérification des compétences, le développement, et bien sûr après l'engagement, parce que quand on commence un peu à gamifier cet aspect des compétences, qu'on te dit, voilà, tu acquiers des choses et ça te crée un profil, c'est comme un peu dans un jeu vidéo, ça peut aussi derrière motiver à développer certaines expertises plutôt que d'autres quand les choses sont systématiquement valorisées. Très clair. Si on continue d'essayer de lister les impacts possibles RH, moi c'est la question que j'attends de poser depuis qu'on a démarré. Et pour la formation alors? Parce que la formation, la technologie, elle est arrivée récemment avec le digital learning et le Covid a accéléré ça, il y avait beaucoup de retard. Et là, on parle d'éléments tellement complexes. Quels pourraient être les impacts sur la formation? Là on arrête peut-être de parler de certification, tout ça, et plus de parler de comment la réalité virtuelle peut aider dans la formation, c'est ça? Alors, même un poil plus large, c'est quoi l'impact que peut avoir le métavers dans tout son ensemble sur l'expérience de formation demain? Est-ce que ça peut avoir un impact? Est-ce que c'est souhaitable? Alors, ça peut avoir un grand impact sur la formation, oui. Alors, je vais déjà commencer, si tu veux, par les environnements de réalité virtuelle, qui sont déjà l'exemple le plus parlant de ce que pourrait apporter le métavers. Mais dans l'état actuel des choses, on a déjà beaucoup d'applications de formation. Ça se développe de façon exponentielle en ce moment. Donc des formations VR pour apprendre des langues, par exemple, qui sont déjà toutes faites, ou vous pouvez aller dans l'environnement virtuel et parler à des Espagnols, des vrais Espagnols qui sont avec leur casque et qui vont vous parler en espagnol. Et des choses qui existent depuis près d'une trentaine d'années déjà, qui sont les simulateurs dédiés à des expertises très précises. Par exemple, pour les pilotes, pour les pilotes d'avion, on a des simulateurs qui reproduisent un environnement, ça évite de cracher plein d'avions à chaque fois. On va avoir aussi dans la soudure nucléaire, dans des métiers très très spécifiques, en fait, on a développé des simulateurs où on contrôle un peu toutes les conditions, et ça permet de s'entraîner à moindre coût.
eh ben, il faut voir que ces technologies-là sont en train de mûrir pour permettre de plus en plus de cas d'usage. Et demain, peut-être qu'on pourra développer la créativité dans un environnement virtuel parce qu'on pourra nous exposer à plein de situations différentes et on pourra le mesurer en plus. On n'en est pas encore tout à fait là. Aujourd'hui, c'est beaucoup de marketing, mais la technologie, petit à petit, on parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure, parce qu'on doit pouvoir mesurer et adapter ce qui se passe en temps réel. Et c'est ça, petit à petit, qui va commencer à arriver. Dans la formation, ça va être une vraie révolution, parce que peut-être demain, par exemple, Youno pourra proposer une formation dans un environnement virtuel où le scénario s'adapte complètement en fonction de l'apprenant, mais s'adapte automatiquement. Ok, donc là, c'est un gros potentiel qui commence à être exploité juste avec la réalité virtuelle, en dehors de toutes les autres considérations liées au métavers, qui seront l'objet de la deuxième partie de ce... J'aimerais rapidement répondre à une question sur l'éco-responsabilité. Je sais que Pierre, tu voulais qu'on en parle aussi. Donc là, par exemple, on a une question de Riyad qui dit « Dans une volonté croissante d'éco-responsabilité, comment concilier le Web3 forcément énergivore ?» Alors oui, le Web3 aujourd'hui, c'est quelque chose d'énergivore, que ce soit la blockchain ou la réalité virtuelle. En revanche, il faut aussi voir la vitesse à laquelle les technologies évoluent et ce qu'elles finissent par remplacer. C'est-à-dire qu'on n'ajoute pas toujours exactement en plus. On vient remplacer des usages, il faut voir ce qu'on remplace. La blockchain, par exemple, on parle d'Ethereum, on parle de Bitcoin, où on dit voilà, ça consomme plus que certains pays. Alors c'est vrai, mais il faut voir que ce qui consommait, c'était le fait de les créer. Les échanges, c'est un petit peu différent. Et surtout, ce sont des technologies qui sont en train de se moderniser. On prend l'exemple d'Ethereum. C'est avec une grosse opération qu'il y a eu récemment qui s'appelle The Merge, qui vise à rendre la blockchain plus souple, plus moderne. On a réussi à réduire de 99,95% la consommation d'énergie, donc les émissions de CO2. Donc ça, c'est assez intéressant de se dire qu'on est capable de diviser les émissions de CO2 par un facteur, je crois, 100 000. Oui, c'est énorme, c'est énorme. Donc ce que tu dis, c'est que oui, ça consomme de l'énergie, mais c'est un peu plus compliqué parce que ça peut permettre... Déjà, on a des leviers pour finalement la réduire. Mais moi, si je prends l'exemple en formation, déjà, l'un des apports de la technologie, ça a été de se former à distance et de supprimer les très nombreux déplacements qu'il y avait à chaque fois qu'une personne voulait se former. Alors voilà, par exemple, pour répondre à Riyad, il faut voir, en fait, c'est ce Web3, tout ce qui va tourner autour de la réalité virtuelle, du métavers, de la blockchain, ce sera utile quand ça permettra de remplacer quelque chose qui consommait plus d'énergie que ça. Donc ça, ce sera déjà utile là. Et demain, ça peut aussi te permettre de faire des choses qu'on ne pouvait juste pas faire dans le monde réel. C'est si je prends par exemple l'exemple du reskilling, de la manière dont on redonne des compétences. Demain, grâce à des environnements virtuels qui sont bien alimentés par de l'intelligence artificielle, on pourra permettre à des personnes de vivre des scénarios, de faire des choses qui leur redonneront confiance en eux, qui leur redonneront des compétences, alors que si on voulait faire ça dans le vrai monde aujourd'hui, ça coûterait extrêmement cher et qu'on ne mettrait pas forcément l'argent sur la table pour ces personnes-là. Demain, on pourra à moindre frais réembarquer beaucoup de personnes. Et pour répondre à la question d'Anne qui va avec, l'alchimie entre les humains, l'énergie, c'est tout à fait vrai. Il ne faut pas que ça remplace le lien humain. Il ne faut pas. Il faut simplement que ça nous aide à résoudre des problèmes qu'on n'arrive pas à adresser directement dans le monde réel et que ça nous aide à faire plus de choses que ce qu'on pourrait faire dans le monde réel. Si on l'utilise pour ça, alors ce sera vertueux. Si on l'utilise juste pour mettre plus de technologie dans une société qu'on a déjà trop, alors ce sera une catastrophe. Rien n'est décidé aujourd'hui, ça ressemblera à ceux qui y mettent le plus d'énergie. Alors, tu me tends la perche pour un parallèle avec la formation. À chaque fois qu'il y a eu des nouvelles technologies qui pouvaient impacter la formation, il y a eu ces tentations et ceux qui ont cédé, on a vu les résultats que ça a donné en formation. Dès lors qu'on, on va dire, digitalise rapidement une action de formation, mais sans avoir réfléchi à est-ce que c'est pertinent plutôt que de continuer de se retrouver physiquement si on en a la possibilité, c'était très désengageant, peu humain. Donc il faut qu'il y ait un intérêt. Je pense que c'est ce qu'on peut dire sur quasiment tous les impacts RH. Et donc, je reprends l'exemple qu'on avait avec le recrutement. Ça va être complémentaire dans une stratégie pour, tu citais les exemples d'environnement industriel qui coûteraient trop cher à recréer, voire qui créeraient des conditions dangereuses, les avions, un feu dans une usine, etc., ou qui permettent, plutôt que de réunir des personnes, ce qui peut présenter des contraintes, de ressentir, parce qu'on n'a pas encore parlé de ça, de ressentir des émotions et du coup d'avoir une expérience de formation qui est plus proche du réel que ce qu'on a aujourd'hui,
dans la mesure où on ne pourrait pas la reproduire en réalité. Donc on peut ressentir des émotions, et ça, la réalité virtuelle mise déjà un petit peu dessus. Donc on peut imaginer que ce sera un des leviers demain d'innovation dans la formation. C'est très important de sortir des polarités extrêmes de je suis contre totalement ou je suis pour totalement. Il faut être capable de faire la part des choses en se disant ce sera utile si ce n'est pas utilisé en remplacement du lien humain, si c'est utilisé pour faire des choses qu'on ne peut pas faire dans le monde réel, ou alors pour compléter des choses qu'on ferait dans le monde réel. Okay. Est-ce que vous voyez d'autres impacts RH qu'on n'aurait pas cités? On a parlé recrutement, mobilité, développement RH au sens large, on a parlé de la formation, des compétences, de certifier même des expériences. C'est déjà pas mal sur ce qu'on peut projeter avant de répondre aux questions. On peut parler du travail aussi, du travail directement. Et ça, moi, je suis très sensible au risque de santé mentale lié aux environnements virtuels parce qu'on ne les connaît pas encore extrêmement bien et on se dirige vers une économie où une partie de la population demain risque de travailler plusieurs jours par mois, plusieurs heures par jour dans des environnements virtuels avec un casque sur la tête ou d'autres dispositifs. Et là, donc, on aura des RH qui seront en charge de manager, c'est-à-dire d'assurer que ces personnes-là soient bien managées, mais aussi de prendre en compte les risques de santé mentale, alors que les RH sont très peu outillés pour ça aujourd'hui sur ce type d'usage. Est-ce que ça marche sur l'exemple que tu donnais tout à l'heure de personnes qui vont travailler dans des boutiques virtuelles et qui du coup vont passer plusieurs heures par jour dans un univers virtuel? Alors il y a deux risques, c'est-à-dire les risques physiologiques, passer plusieurs heures par jour dans un environnement virtuel, ça arrive peut-être de désorienter, tout ça. Les casques font de plus en plus de progrès, mais c'est quand même autre chose que d'être connecté au monde réel. Donc, il y a un premier risque là-dessus. Il faudra faire très attention à ce que le code du travail évolue dans le sens de la protection des travailleurs du virtuel. On en parlait des travailleurs des plateformes, demain on parlera des travailleurs du virtuel. Première chose. Deuxième chose, un vrai risque sur la santé mentale, puisque quand on a une identité dans un environnement virtuel qui est différente de sa vraie identité, et des interactions avec des personnes qui eux-mêmes n'ont pas leur vraie identité, et c'est tellement immersif que ça peut finir par nous peser vraiment sur quelle est notre identité réelle, comment on fait le lien entre le virtuel et le réel, ou la différence plutôt. Et donc ça, il y a des vraies choses à mettre en place, et je pense que les RH devront être très attentifs à mettre en place des formations pour les travailleurs du virtuel et des mécanismes d'attention pour les protéger. Ok. Je vous propose, déjà, je vous remercie pour la pédagogie dont vous avez fait preuve pour comprendre, et notamment toi, Gaspard, tous ces concepts qui nous permettent d'essayer de faire pas que de la prospective, puisqu'en fait, il y a des choses, on a déjà des exemples aujourd'hui, mais aussi de la prospective RH. On va prendre un petit temps pour les questions-réponses avant de faire une pause et de passer à la deuxième partie, où là, on va s'immerger dans des environnements pour voir les apports réels que ça peut avoir, notamment en formation, et vous les décrire en live. Donc, Jérémy, tu avais déjà répondu aux deux premières questions. Alors, la question d'Arnaud, je la reprends. C'est vrai que tu as dit que souvent tu as utilisé le mot virtuel et à un moment tu as dit c'est sur plein d'ordinateurs de la communauté. Sur la blockchain? Pour la blockchain, oui. Ouais. Et en fait, c'est difficile à s'imaginer quand on est... Oui, c'est des concepts assez abstraits. C'est sur un disque dur? En fait, sur des programmes informatiques, il y a de l'architecture. Donc là, c'est une architecture en bloc typiquement, mais ça tourne sur un PC normal, quoi. Ça peut être stocké sur mon ordi sans que je le sache? Non, je pense qu'il y a beaucoup de gens dont c'est la question en fait. Ah non, ça ne peut pas être stocké sur votre ordinateur sans que vous le sachiez. Il faut consciemment décider de participer au réseau pour héberger une copie du livre, du registre de la blockchain. C'est pas quelque chose qui est fait sans votre consentement. C'est pas en loose day comme ça. Non. Et si je devais faire une reformulation, alors simpliste, moi je m'y connais beaucoup moins, on peut dire c'est stocké sur le disque dur d'un ordinateur qui est relié à Internet. Voilà, en quelque sorte. C'est comme plutôt un programme, si vous voulez, un programme informatique, une application informatique que vous lancez et puis ensuite, oui, c'est stocké sur votre disque dur. Okay. Et vous le partagez au monde entier. Question de Maxime, en haut. Oui, alors Maxime demande, aujourd'hui, les gens restent en marge volontairement ou non des usages numériques tels que la crypto-monnaie ou les réseaux sociaux. Est-ce que le métavers ne risque pas de creuser encore plus le fossé entre ces deux camps et est-ce qu'on pourra vivre dans le métavers? Alors, je te laisserai répondre sur ce qu'on pourra vivre dedans. Moi, j'ai envie de répondre sur la première partie. Est-ce que le métavers ne risque pas de creuser l'écart? Si, c'est un vrai risque aujourd'hui et c'est pour ça qu'on dit, voilà, le métavers sera prêt dans 10-12 ans, mais si on ne s'en occupe pas aujourd'hui, dans 10-12 ans, il sera trop tard et l'écart sera monstrueux. C'est-à-dire qu'il y a deux choses sur lesquelles on peut agir aujourd'hui.
La première chose, c'est cette fameuse vision cible du métavers. On peut s'engager individuellement, collectivement, via des associations notamment, et puis via nos activités au quotidien, pour promouvoir un métavers responsable. Première chose. Deuxième chose, on peut aussi, et là c'est beaucoup le rôle de l'acteur public et beaucoup de rôle d'associations qui œuvrent partout dans le monde, pour réduire la fracture numérique déjà existante sur le Web 1 et Web 2, pour que demain, en fait, l'écart avec les personnes qui sont éloignées du web sur le sujet du métavers soit beaucoup moindre et qu'il y ait beaucoup moins de personnes impactées. Donc après, il y a des personnes qui seront réfractaires aux usages. Pour autant, ces personnes-là, ça va être un choix conscient qui leur permet malgré tout de pouvoir avoir une vie intégrée dans la société. Donc ça, c'est le vrai sujet aussi de quelle place va prendre le métavers demain. Moi, je ne crois pas que d'ici 10-15 ans, le métavers, ce soit toute notre vie et que si on n'est pas dans le métavers, on passe à côté du monde. Aujourd'hui, il y a tout un tas de gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et pour tout un tas de sujets, ça leur est préjudiciable, mais pour tout un tas d'autres, ils vivent extrêmement bien. Voire mieux que certains qui sont sur les réseaux sociaux. Notamment pour les sujets de santé mentale dont on parlait. Okay. Et est-ce qu'on peut vivre dans le métavers, du coup, vous pouvez pas, enfin, c'est compliqué de vivre dans un métavers. Après, c'est comme quand on peut être accro à son ordinateur, mais vous ne pouvez pas manger votre ordinateur, quoi. Donc, il y a forcément un moment où il va falloir manger, se nourrir, boire. Dans sa baignoire. Ouais, ah oui, ça replot, ça. Non, mais même sur Instagram, là, on a vu un mec qui fait une expérimentation qui, pendant un mois, avec un casque de réalité virtuelle, passait, je crois, 15 heures par jour dans sa baignoire, en immersion dans le monde virtuel. Et en fait, il avait limite vendu son appart pour un tout petit truc en disant que de toute façon, il était plus heureux dans le monde virtuel parce qu'il avait un grand jardin. On n'entend plus parler de lui. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Ouais, non. Après, alors c'était pas des hommes, mais c'était une expérience que j'ai trouvée assez horrible sur les vaches dans les comment ça s'appelle dans des abattoirs ou dans des comment ça s'appelle qui sont dans leur petite cage toutes seules. Et pour répliquer un environnement où elles se sentent mieux et produisent plus de lait, il y a des éleveurs qui leur ont mis des casques de réalité virtuelle où elles sont dans un champ d'herbes vertes et tout ça. C'est typiquement le truc dérive horrible de la technologie. Donc là, on peut dire que ces vaches-là vivent dans un espèce de métavers, mais c'est le cauchemar, quoi. Mais là, donc en fait, ça interroge aussi au-delà du métavers notre modèle de société, l'industrialisation à outrance, tout ça. Par exemple, le fait de manger beaucoup de viande qui oblige à produire de la viande aussi en masse. Donc, c'est-à-dire que le métavers, finalement, il sera aussi à l'image de la société qu'on aura. Bien sûr. Dès que le métavers n'est pas responsable de tout, il fera aussi que transposer certaines conneries qu'on a déjà dans le monde réel. Sachant que sur Internet, globalement, tout ce qui était mauvais dans le monde tout court, c'est transposé sur le Web 1 et le Web 2. Au moins, oui. C'est vrai. Si on avance sur les questions, il y a une question de Julie qui demande s'il y a des équivalences entre un diplôme obtenu dans la blockchain et dans le réel. Alors oui, alors si, parce que par exemple, en fait, ce qu'on sait très peu, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, le baccalauréat et certains très grands diplômes d'État sont conservés dans la blockchain. Et ouais. Ok, on en apprend beaucoup. Donc en fait, la différence, c'est qu'aujourd'hui, vous ne savez pas que c'est dans la blockchain parce que vous recevez toujours ce diplôme papier. Mais en revanche, c'est comme s'il y avait une copie dans la blockchain pour que ce soit préservé ad vitam. Et de plus en plus, il y aura ce lien concret. Aujourd'hui, c'est plus une genre de sécurité administrative. Oui, c'est ça. On l'a mis dans un registre fiable et sécurisé. Exactement. Il ne faut pas que ce soit piraté et tout ça. Alors, je vois l'heure qui avance. On va prendre encore une ou deux questions. Si vous en voyez passer qui vous intéresse, vous me dites. Sur les usurpations d'identité, il y en a une intéressante de l'ordre. Comment se prémunir des usurpations d'identité dans ce monde virtuel? Parce qu'au final, là, ce que tu as décrit, je me le suis demandé pendant que tu le présentais. Mais en fait, s'il y a toutes nos informations, c'est bien, ça nous protège des autres. Mais si on se fait pirater cette identité, alors on peut tout faire en notre pseudonyme. Oui, alors exactement. Alors déjà, donc je vous ai parlé du portefeuille de crypto-monnaie qui centralise toutes vos informations. Oui. Donc vous avez l'adresse publique qui est comme une adresse email et le mot de passe qui vous permet d'accéder à ce portefeuille. Si vous perdez ce mot de passe, si quelqu'un vous le vole, et ben là il a accès à toute votre vie et il peut se faire passer pour vous s'il veut dans le monde virtuel. Cool. Voilà, génial. Donc oui, effectivement, c'est une grosse faille de sécurité. Donc ce mot de passe, normalement, quand vous créez un portefeuille de crypto-monnaie, on vous dit bien stockez-le là où vous stockeriez, donc vous l'écrivez sur un bout de papier et vous le mettez typiquement dans un coffre-fort, par exemple.
où vous le stockez quelque part où personne n'aura accès à part vous. Donc ça, c'est la première chose. Il y a des solutions qui arrivent, comme par exemple le multisignature, ça s'appelle, c'est-à-dire que votre portefeuille, pour que si quelqu'un y accède, vous aurez un autre portefeuille d'un ami, par exemple, qui pourra bloquer l'accès à ce portefeuille si jamais vous le faites voler. Et le cold storage. Et le cold storage, qui est le fait d'avoir une espèce de clé USB, en fait, qui contient vos mots de passe de crypto-monnaie, de portefeuille, et que vous pouvez connecter à votre ordinateur, vous connecter en tant que Pierre Monclos avec votre portefeuille, et vous balader sur le Web3, sans qu'il y ait aucun lien aucun contact entre ce mot de passe et Internet. Donc là, c'est comme un vrai portefeuille. Toutes les informations sont dans cette clé et personne ne peut nous pirater depuis Internet, mot de passe ou pas, parce que en fait, cette clé, ça marche que quand elle est connectée. Et en fait, si on perd la clé, vu qu'il y a de fortes chances que la personne qui trouve ça, elle n'ait pas le mot de passe, elle ne peut rien en faire. Donc ça, c'est vraiment le plus sécurisé aujourd'hui. C'est le plus sécurisé. Mais encore une fois, on parle vraiment de souveraineté individuelle sur le Web3, c'est que vous êtes responsable de votre identité. Donc, c'est une responsabilité individuelle aussi. C'est une éducation. C'est une éducation. Tu vas pouvoir faire des formations à ça, Pierre. Voilà. Sur tous ces sujets-là, il y a énormément d'enjeux de sensibilisation et ensuite de formation. Ouais. On y a répondu, mais j'aimerais qu'on reprenne quand même la question d'Emmanuel, qui pour moi, vu notre thème, c'est quoi les implications en RH, est centrale. Emmanuel demande quel est l'intérêt de passer un entretien de recrutement dans le métavers. Et j'aimerais juste qu'on y revienne parce que très vite, dans la médiatisation de ce sujet et dans le marketing, souvent on a l'impression que si on va vers le métavers, tout se fera dans le métavers. Donc moi, ma manière de le formuler, c'est non, ce sera complémentaire. Les intérêts, c'est si les candidats, c'est une manière facile d'accéder au PDG de Carrefour, ou virtuellement, ils veulent une expérience un petit peu différente. Donc, ça peut être pour attirer des candidats ou pour y accéder si physiquement c'était plus compliqué, ou parce qu'on veut faire des tests qu'on ne pourrait faire que dans un environnement virtuel avec des fonctionnalités. Ça, ce sont quelques exemples, j'imagine, vous en avez d'autres. Demain, si on doit travailler aussi dedans. Et si on doit travailler dedans, totalement. Autant faire l'entretien déjà dans cet univers. Mais aujourd'hui, c'est du marketing. Exactement. En formation, c'est la même chose. Il y a beaucoup de marketing du métavers. Donc, ça veut aussi dire que c'est pas forcément intéressant, et voire ça sera une exception de passer un entretien de recrutement dans le métavers. Mais là, on parle des impacts possibles parce qu'il faudra quand même les intégrer dans les stratégies de recrutement des entreprises. La question, Claire, là, est intéressante parce que ça montre aussi la société dans laquelle on vit, où le bien commun s'oppose et la volonté commune s'oppose parfois aux volontés individuelles. C'est des discours souvent qu'on appelle très libertariens. Et donc, par exemple, si les critères démocratiques des utilisateurs ne correspondent pas à mes valeurs éthiques individuelles, ça peut arriver, mais dans ce cas-là, c'est aussi à vous de faire entendre votre voix, et peut-être que vous aurez vous-même des supporters. L'idée, c'est de ne pas faire les choses tout seul, parce que peut-être que d'autres partageront vos valeurs à vous, et que finalement, demain, c'est ça qui deviendra dominant. Mais pour ça, il faut pouvoir le faire en collaboration. Et puis, il pourrait y avoir plusieurs métavers avec plusieurs oui, c'est ça, c'est qu'il n'y aura pas qu'une réalité, oui, tout à fait. Ok. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on passe à une petite pause pour que chacun puisse se reposer le cerveau de tous ces concepts dont on a parlé. On se retrouve dans 10 minutes. La deuxième partie, on va simuler en live et commenter des environnements virtuels pour voir les impacts que ça a, notamment en formation. Et on reprendra un gros temps de questions-réponses. Donc, on vous donne rendez-vous il est 11h06, à 11h15. Vous pouvez rester connecté sur le webinaire. Nous, on va couper la caméra. Et on vous dit à tout de suite. Training. Fight fires in different high-quality, fully immersive environments.
Alors, on reprend. Voilà, cette petite pause est terminée. Dans la deuxième partie de cette conférence en ligne, donc ce qu'on va faire, on va faire trois choses. La première, on va vous diffuser des extraits vidéo d'utilisation de la formation dans des environnements virtuels pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble aujourd'hui, quel est son potentiel. Et ensuite, on entrera nous-mêmes dans des univers virtuels pour vous montrer d'autres cas d'utilisation qui existent déjà aujourd'hui et les commenter en live. Et puis après, on prendra un temps de questions-réponses. Donc là, on va lancer 3 vidéos qui sont assez rapides. C'est en anglais, mais ce qui est important, je commencerai après, c'est plus de voir à quoi ça peut vraiment servir pour remplacer des formations présentielles dès lors que ce serait utile et pas dans tous les cas. On va lancer la première vidéo. The VR Fire Trainer is an easy-to-use, all-mobile digital training solution that delivers accurate fire safety training. Fight fires in different high-quality, fully immersive environments. Choose between several extinguishing agents for various fire types. Experience realistic fire spreading, smoke development, and get analytics based on your performance. Everything you need for a realistic and immersive fire training, all enclosed in a military-grade Pelican case. Book a demo today. Donc là, on avait l'utilisation, je crois que c'est la plus répandue dans les entreprises avec lesquelles on a travaillé qui utilisent la réalité virtuelle, c'est les exercices incendie pour essayer de reconstituer qu'est-ce qui pourrait se passer dans un environnement. En général, c'est des modules qui sont très courts. Non pas, contrairement aux idées reçues, parce qu'au bout de 2 minutes, on a le vertige, on a le mal de mer. Ça, c'est quand les casques ou la réalité est mal faite. C'est-à-dire que on a une technologie qui n'est pas assez avancée. Aujourd'hui, les technologies sont matures et on peut rester très longtemps dans un environnement virtuel. Mais en formation, les usages, et notamment pour l'incendie, en général, on est dans une formation présentielle et on a un petit moment où on va aller dans un monde virtuel pour s'essayer et faire de la mise en pratique. On va passer à la deuxième vidéo. Là, cette fois-ci, c'est appliqué au domaine de la santé. Ça fait longtemps que ce secteur avait beaucoup d'attentes sur l'utilisation de la réalité virtuelle en immersion. Et on a parlé tout à l'heure avec Gaspard et Jérémy des émotions, des sensations qu'on peut ressentir. On sait que c'est pas la réalité, et d'ailleurs ça se voit, mais malgré du fait du réalisme et de l'immersion, on peut quand même ressentir des émotions et donc des craintes ou de la surprise qui vont aider lors de la mise en pratique à donner une dimension plus forte. Parce que tout ça, on pourrait le faire dans un environnement 2D ou avec d'autres outils, mais si on ne ressent pas les choses, quand on fait de la mise en pratique, il y a moins d'ancrage, il y a moins d'émotions, donc on développe moins facilement les compétences et pas dans la durée. Et quand on va se retrouver face à une situation similaire, là ce que vous avez, après on va voir un bébé, vous allez plus facilement mémoriser la manière dont vous aviez réagi, et si vous aviez fait une erreur, comment la rectifier. Donc c'est à ça que ça peut servir. Et vous voyez, à chaque fois dans les vidéos, on vous remontre que souvent, on se réunit en présentiel pour ensuite faire de la réalité virtuelle et le recommander. Donc c'est intégré dans une action de formation. Le but est rarement de remplacer toute une action de formation. Et puis on va passer à la troisième vidéo. Si tu as un commentaire que tu veux ajouter. Non, c'est très intéressant. Je sais qu'il y avait Oxford qui avait développé comme ça une plateforme en VR pour le médical, la chirurgie, les choses comme ça. C'est des environnements assez intéressants. Et donc, troisième exemple, pour essayer de vous montrer le champ des possibles. Alors là, c'est aussi un grand classique, c'est dans l'univers de l'industrie, qui a été l'un des premiers à adopter la réalité virtuelle. On en a parlé dans la première partie, soit pour reproduire des environnements qui seraient trop compliqués à reproduire ou trop coûteux, soit pour des raisons de sécurité, parce qu'on veut gérer des choses dans une centrale nucléaire, dans un avion ou autre. Et là, l'intérêt aussi, moi, je trouve, en ayant vu cette vidéo, j'ai pas trouvé.
Ok, donc là, c'était 3 exemples dans 3 univers différents d'utilisation de la réalité virtuelle appliquée à la formation. On n'est pas dans un métavers, on est juste dans un environnement virtuel. Et maintenant, on va vous faire en live. Donc là, pour expliquer, nous, on va mettre des casques et vous allez voir en direct ce qu'on va voir. La qualité, normalement, est assez bonne, mais parfois, ça va ramer un petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser le flux vidéo de ce qu'on voit pour l'intégrer dans l'outil de webinaire pour que vous puissiez le voir en live. Donc, juste la bande passante Internet et les ordinateurs d'aujourd'hui permettront pas une expérience fluide. Si vous le testiez en live, pour vous, ce serait complètement fluide. Ça, tiens, alors Pierre, je vais te donner celui-là. D'accord. Pour Virtual Switch. Hop. Alors attends, déjà tu peux prendre à droite et à gauche. Voilà. C'est confortable? Alors, je vais peut-être un peu. Là, c'est mieux. Comme ça, ouais, comme ça peut-être. Voilà. Est-ce que ça va? Là, pour moi, c'est bon. C'est bon, super. Je laisse. Est-ce que vous pouvez me dire de vive voix si tout est bon sur le son et la retranscription visuelle? Alors, le son, c'est bon. Pour l'image, on est bon aussi. Je me lance. Là, c'est bon, ouais, c'est bon l'image aussi. Ok, donc là, ce qu'on va tester, la première utilisation dans un environnement virtuel, c'est la prise de parole en public. Donc, on va aller dans une salle de conférence et moi, je vais vous commenter ce que je vois. Donc, vous allez avoir une version 2D de ce que je vois pour vous décrire, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas testé ça. En fait, bah là, moi, j'ai vraiment l'impression, parce qu'en plus, c'est très bien fait, d'être dans une salle de conférence où je vois des personnes à gauche, à droite. Si je baisse le regard, je vois les slides du webinaire, puisqu'on peut importer n'importe quelle présentation là-dedans. Et quand je parle, il va y avoir plein de fonctionnalités, on va tout tester, mais l'audience réagit, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont l'air pas très intéressées, il y a des personnes qui hochent de la tête et des personnes qui ont l'air plus intéressées, surtout celles au premier rang. Là, je sais déjà la question que se pose beaucoup, mais c'est quoi l'intérêt plutôt que d'aller s'entraîner directement dans des salles de théâtre ou dans une formation présentielle? L'intérêt, c'est que là, j'ai une grande salle où j'ai beaucoup de monde. Pourtant, j'ai l'habitude de parler en public, mais en fait, je ressens quand même directement, et quand je vous dis je ressens, c'est au niveau de la poitrine et mon cerveau me le dit, une pression, un stress. Je suis dans une grande salle et il y a plein de personnes qui s'attendent à ce que je parle. Et donc, l'intérêt là de cet environnement, c'est que je peux utiliser une présentation, je peux même me mettre un petit script devant moi, et je peux commencer à parler. Et ces environnements, ils utilisent des outils d'analyse de la parole. Il y en a qui sont dans tous les pays du monde, il y a aussi d'autres outils en France qui sont très bien faits. Parfois, il y a l'intelligence artificielle, parfois, il y a du marketing d'intelligence artificielle. Et du coup, on peut avoir des retours. Je vous donne un exemple de retour que je peux avoir. Là, vous avez vu, j'essaye de regarder à droite et à gauche. À la fin, je peux avoir des statistiques. Est-ce que j'ai pensé à regarder la partie la plus à droite de mon audience? Sinon, non, c'est une mauvaise pratique de parole en public. Si maintenant, je regarde les options que j'ai, parce qu'en fait, je suis dans un environnement où j'ai quand même des options, tout est en anglais, mais on sait depuis combien de temps je parle, je peux passer les slides, et surtout, j'ai des analyses ou de la transcription, et je peux avoir du feedback en temps réel, c'est-à-dire je peux activer des options qui vont faire que mon audience va réagir. D'un point de vue pédagogique, l'intérêt, c'est vraiment l'immersion. C'est-à-dire que là, je continue d'avoir ce petit stress, alors chacun réagit différemment. Et en fait, quand je parle, j'ai vraiment l'impression que les gens, ils attendent quelque chose de ce que je vais dire, alors que je sais que je suis en train de vous parler à vous. Et c'est ça, pour ceux qui n'ont jamais testé la réalité virtuelle en formation, dans la prise de parole en public, c'est l'un des plus grands pouvoirs, c'est qu'en fait, même si on sait que c'est faux, que c'est virtuel, ça crée quasiment les mêmes effets que si j'étais dans une vraie salle. Et donc, pour pousser la mise en pratique à son maximum avant de le faire vraiment dans une conférence, il n'y a pas mieux. Il n'y a rien de mieux que la réalité virtuelle, je trouve. Je le dis d'autant plus que nous, aujourd'hui, on n'intègre pas ça dans les formations Yono, parce que ça, c'est le dernier niveau de mise en pratique. Et vu que les formations, on leur reproche souvent, et surtout sur les compétences comportementales et humaines, d'être trop théoriques, je suis l'un des premiers à reprocher ça, la réalité virtuelle, elle peut permettre d'ajouter un dernier niveau de mise en pratique où on est quasiment confronté à la situation réelle, et donc pour développer des compétences de manière plus efficace et de manière plus durable, c'est-à-dire que ça, ce sera ancré. J'aurai des souvenirs de cette salle d'audience et de comment ça s'est passé quand j'ai testé mes prises de parole. C'est une force. Et la deuxième force, c'est que je peux le faire à mon rythme. Si j'ai envie de tester 20 fois mon discours devant cette audience, je ne vais pas embêter 20 fois des personnes qu'on aurait réunies en présentiel pour leur refaire le même discours. Voilà pour les commentaires
principaux. Et une dernière fonctionnalité, là je vais pas le faire, mais je peux aussi avoir des distractions d'une personne qui tousse, de personnes qui parlent. En vrai, on pourrait simuler tout ce qu'on veut pour augmenter le niveau de difficulté dans la mise en pratique. Est-ce que Gaspard, tu vois d'autres commentaires intéressants à faire sur cette immersion et l'intérêt pédagogique en formation? Moi personnellement, ça m'arrive de l'utiliser pour préparer des présentations. Je trouve que c'est un environnement assez crédible. On sent le public qui nous regarde. C'est vraiment un exercice intéressant à faire. Cette plateforme, elle offre aussi beaucoup d'autres scénarios. Je sais pas, elevator speech, où vous êtes dans un ascenseur avec quelqu'un pour pitcher votre idée, des situations de crise. Donc il y a plusieurs scénarios disponibles pour se préparer à tout type de prise de parole. Ok, dans ce cas, on va sortir de la salle. Donc là, c'était la première expérience qu'on commentait. Merci Gaspard pour ces compléments. Et on va tester un deuxième cas d'usage en formation. Alors, le deuxième cas d'usage, c'est celui-là, hein, interview préparation. Oui, c'est ça. Alors, cette fois-ci, on va prendre un exemple d'entretien d'embauche pour les ressources humaines. Là aussi, c'est quelque chose dont j'entends pas mal de critiques, donc je vais essayer de les commenter en live. Moi, je me retrouve dans une situation où, vous voyez, je suis sur une chaise dans une petite pièce, très petite d'ailleurs, et j'ai 4 personnes face à moi. Et je suis là pour simuler la manière dont je vais candidater à un poste, puisque c'est un entretien de recrutement avec 4 personnes. Les personnes sont très réalistes, c'est-à-dire j'ai pas l'impression que c'est de la 3D. Et donc là aussi, mon premier commentaire, ça me le fait à chaque fois. Pourtant, j'ai déjà testé cet environnement. C'est que les personnes me regardent dans les yeux. Là, elles sont très proches. Elles bougent, elles ont différentes mimiques. Et donc, je ressens des choses. Qu'est-ce que je ressens? La personne à droite, elle a l'air elle s'en fiche un peu de ce que je dis. En tout cas, c'est l'impression qu'elle me donne. Donc, c'est un peu perturbant parce que si j'ai envie de me défendre en la regardant, je ressens un peu de méfiance ou bref, ça me fait ressentir des choses. Les 2 personnes en face ont l'air plutôt intéressées. La personne à gauche aussi. Et donc, l'intérêt là de cet environnement, si je suis un candidat et que je veux préparer des entretiens pour un recrutement ou pour une promotion, c'est de répéter les choses dans un environnement qui serait plus efficace que si je répète face à un mur ou peut-être face à un collègue, parce que là aussi, je vais pouvoir générer des réactions ou autres, et je peux le faire à l'infini. Donc l'intérêt, il est dans la mise en pratique et dans les émotions que ça fait ressentir pour optimiser l'apprentissage que j'ai, et que ça, on parle beaucoup d'ancrage, hein, c'est volontaire, que ça me crée des mémoires de « Tiens, quand la personne m'a regardé dans les yeux au moment où je devais dire quelque chose, où je suis pas très serein pour valoriser cette expérience, je m'aperçois que c'est difficile et que ma voix devient plus aiguë ou que je sens que je tremble un petit peu. Ça me permet de répéter plusieurs fois, comme ça, le jour où je le fais en conditions réelles, j'ai déjà vécu quelque part cette expérience, même si c'est dans un environnement virtuel et que je sais qu'il est virtuel, et donc c'est censé être plus efficace. Et pour celles et ceux qui l'ont testé, vous savez que c'est pour ça que ça existe. C'est dans la plupart des cas très efficace, sauf pour les personnes qui peut-être ont des rejets d'environnement virtuel et ressentent rien. Mais oui. L'audience te demande de bouger le visage un peu moins vite parce que ça leur donne un peu le mal de mer. Ah oui, pardon. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, je bougeais beaucoup, ça donne un peu le mal de mer, donc je vais moins regarder. Ce que je faisais, je ne m'en rendais pas compte, mais en fait, j'ai 4 personnes devant moi et c'est mes réflexes naturels, j'ai envie de les regarder les 4 pendant que je parle. J'ai fait les principaux commentaires qui me semblent intéressants sur cette simulation. Gaspard, est-ce que tu vois d'autres commentaires intéressants sur l'intérêt de se former à un entretien de recrutement dans cet univers? Oui, et puis là, en plus, vous avez donc là, ici, des questions d'interview qui sont prédéfinies, mais vous pouvez également importer vos propres questions pour un job, un entretien donné. Why did you choose a career? How did you go about hiring a new technical employee for us? Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une question préenregistrée, par exemple, et on peut importer nos propres questions aussi pour se mettre vraiment en situation. Donc c'est personnalisable, c'est l'intérêt. Voilà. Alors, je vais quitter la salle. Je pense que c'est en bas. En bas. Ou à droite peut-être. Voilà, un peu plus haut, voilà. Hop, je bouge plus doucement, j'espère que c'est plus agréable pour l'audience.
Et donc, on va tester la dernière situation, cette fois-ci, qui est un domaine où ça a aussi beaucoup d'intérêt, qui est la prévention du harcèlement sexuel. Et on va prendre, il faut que je retrouve la bonne personne, le deuxième. Alors là, ça mise vraiment sur l'immersion et les émotions ressenties, puisque on m'explique dans cette vidéo, un de mes collègues me demande, alors asking you out, c'est me demande de sortir, boire un verre, mais après plusieurs fois, je lui ai dit bah non, la personne, elle n'a pas l'air de comprendre ce que je lui dis, et donc on va voir ce qui va se passer physiquement, et moi je vais vous décrire ce que je ressens. Je l'ai déjà fait, et en fait je sais à l'avance que je vais ressentir à nouveau la même chose, c'est la force de cet environnement. Donc là je suis dans un bureau très traditionnel, je peux voir d'autres personnes qui travaillent, et c'est cet environnement où je vous disais que ça va ramer un tout petit peu, c'est-à-dire que ce ne sera pas aussi fluide dans la restitution que vous en aurez. On va attendre un tout petit peu. Je suis à côté de toi, Pierre. Voilà, donc là, on m'explique la situation. J'ai une personne qui est ma stagiaire qui vient et qui est très contente. Je vais passer vite. Donc, je fais Next. Allez, reparti. Alors, on attend quelques secondes que ça charge. Et sinon, je commenterai ce qui se passe. Voilà, donc là, la personne, sur la restitution que vous avez, peut-être qu'elle est figée, mais j'ai une personne devant moi, et en fait, vu que j'ai un casque de réalité virtuelle, je peux vous dire... Voilà, donc là, ça bouge, vous entendez peut-être, elle parle en anglais. C'est extrêmement... quand on est dans un enjeu de sensibilisation, c'est extrêmement gênant, parce qu'effectivement, je vois ce que je savais qu'elle allait arriver, mais qu'elle reste devant moi, qu'elle ne veut pas partir, donc elle me bloque le passage entre guillemets. Et pour ressentir ça et sensibiliser les personnes qui ne comprennent pas que lorsqu'on a trop de proximité physique avec d'autres personnes, ça peut être inapproprié dans plein de situations. Moi, je ne connais pas de moyens plus efficaces pour faire ressentir ça. Alors, on pourrait le simuler avec des acteurs ou autres, mais beaucoup plus compliqué. Là, on peut sensibiliser toutes les personnes d'une entreprise en leur faisant vivre cette situation pour qu'ils réalisent à quel point ici, la proximité physique de quelqu'un qui bloque peut créer moi, je ressens de la gênance. C'est vraiment, je n'ai pas d'autres mots. J'ai eu même un petit a priori juste avant de me dire, oh, je vais revivre ça. J'ai beau savoir que c'est pas vrai, en fait, on le ressent. Et donc, quand on parle de sensibilisation ici, on peut parler de harcèlement, on peut parler de risques psychosociaux. Ça marche sur tout plein de sujets qui sont propices aux interactions humaines et à des comportements qui pourraient être inappropriés. C'est l'un des sujets, je trouve, les plus efficaces. Et quand je demande aux entreprises qui utilisent la réalité virtuelle, elles me disent que ça, en général, ça marque beaucoup les esprits et c'est plus efficace que des longues sessions de sensibilisation où on va raconter des histoires qui se sont passées parce qu'en fait, les personnes ne l'ont pas vécu. Là, moi, je le vis comme si c'était vrai. Voilà pour le commentaire que je pouvais faire de cette situation. Gaspard, est-ce que toi, tu as d'autres commentaires complémentaires ? Non, tu as à peu près tout dit. C'est vrai que c'est assez perturbant de se retrouver dans cette situation-là, sans que ça n'ait aucun impact au final dans la réalité. Et pouvoir vivre ça, c'est assez instructif. Alors, on va arrêter avec ces... Oui, alors si tu veux bien, je vais reprendre ton casque pour charger l'autre application. On va être tous les deux, du coup. Voilà. Et je vais te donner l'autre casque, si tu veux bien. Ok. Voilà celui-là où normalement l'univers est déjà chargé. Voilà. Tourner, ouais. Voilà. Là, tu peux prendre la main droite. Tu vois bien l'univers oui. Avec deux grands avatars qui sont dans la pièce. Si tu tournes la tête. Alors, pour l'instant, je suis tout seul. Ok, alors attends. Est-ce que je le reprends juste? Oui. Est-ce que tu vois les deux grands avatars? Ouais. Non, je vois le... Alors, hop, excuse-moi. Je vais juste... Donc là, une fois qu'on a vu des situations de formation, là maintenant, on va se mettre en direct dans un environnement virtuel. Ah, ça y est.
pour vous montrer les possibilités qui en fait vont au-delà de la formation, parce qu'on a parlé des impacts RH. Voilà. Et essayer de le commenter de la manière la plus synthétique possible. Est-ce que ça va comme ça? Ok, donc là je suis dans une pièce où je vois effectivement deux grands avatars qui ont des noms, qui ont des codes bizarres. Ce serait pas Alors, la blockchain, ça? C'est moi qui vais partager l'écran, si tu veux bien. Oui. Alors, j'arrive, je te rejoins dans l'environnement, tu vas me voir arriver. Alors, hop. Tac, je mets... Ah ben, il y a même l'heure et tout, c'est parfait pour respecter le timing pour l'audience qui nous suit. Donc là, on va rester quelques minutes dans cette salle et après on prendra les dernières questions-réponses. Voilà. Alors, cette application s'appelle Spatial. On a créé un environnement dédié au webinaire pour vous montrer un petit peu ce qui pourra nous attendre dans le futur dans ces environnements au niveau RH. Alors, je rejoins la session. Je vais voir Pierre qui doit être quelque part. Où est Pierre? Ah oui. Ah, Pierre est là. Bon. Pierre s'appelle Stéphanie. C'est une femme, c'est son identité sur la blockchain. Voilà, c'est donc Pierre. Donc Pierre, nous avons aujourd'hui, donc comme tu peux le voir, 2 candidats pour le poste d'ingénieur informatique. Ah oui, je bouge pas trop vite, je fais attention. Pour Youno. Donc ici, on peut voir Parcival, qui est le pseudo de la personne sur la blockchain, donc dans un métavers. On a également son avatar. C'est comme ça qu'il choisit de se représenter dans cet environnement virtuel. Ici en haut, nous voyons son adresse de portefeuille de cryptoactifs. Donc, ce qui contient son avatar, son pseudo, ainsi que, ici, on voit ses diplômes, ses expériences, ses badges de hard skills et ses badges de soft skills. Tous ces cadres sont des NFT. Donc, par exemple, Parcival a été à l'école 42 de 2012 à 2015. Ce NFT provient bien de 42, donc on est sûr qu'il a bien passé cette certification. Okay. De même, il a été chez Microsoft en tant qu'architecte logiciel et chez Google en tant que responsable de software logiciel dans sa carrière. Pareil, ces NFT ont été délivrés par Microsoft et Google, donc on peut être sûr que ça vient de chez eux. Et il a passé des certifications ici de programmeur, vous voyez, de JavaScript, etc. Et de résolution de problèmes, d'empathie, de négociation. Et il a un badge du TOEFL aussi, donc il parle anglais, validé par l'organisme du TOEFL, donc qui font partie de ses soft skills. À droite, on a Artemis, donc, qui est aussi en lice pour ce poste d'ingénieur logiciel. Donc Artemis, pareil, vient d'Epitech, une école informatique. Elle a également fait les mines, mais on n'a pas retrouvé son NFT sur son portefeuille, donc c'est quelque chose qu'il faudra y faire attention quand on la rencontrera en vrai pour voir un peu, pour valider cette expérience, si elle a bien fait les mines Paris. Également, elle a travaillé chez Orange, Capgemini, et parle aussi anglais, et a des badges de développement créatif et de communication. Voilà donc les 2 candidats, et à quoi pourrait ressembler dans le futur une présentation de candidats dans le milieu RH. Ok, donc là, ils ont effectivement choisi des avatars et ça permet, moi à chaud, l'intérêt, je trouve, parce qu'on peut se dire, ah mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on ne s'envoie pas les CV par email et puis après on s'appelle dès lors qu'en plus ce serait des CV qui pourraient être plus compliqués, au-delà du fait qu'il y a des éléments certifiés, c'est la partie visualisation. Là, en plus, on a choisi que 2 candidats, mais c'est beaucoup plus intéressant de comparer avec de la visualisation comme ça que d'utiliser des CV PDF ou des profils LinkedIn pour certaines discussions de recrutement. Évidemment, je vais le dire jusqu'à la fin de ce webinaire, le but, c'est pas de faire ça pour comparer tous les candidats pour tous les entretiens de recrutement. Et si on va aller creuser, j'imagine qu'on peut des fois
cliquer sur peut-être un NFT pour en savoir plus sur ce qu'il recouvre derrière en termes de compétences. J'imagine qu'on peut mettre beaucoup de choses interactives. Exactement, exactement. On peut, alors là, ici, les NFT ne sont pas cliquables, mais dans le but ultime de la chose, ce serait justement d'avoir un NFT qui redirige vers le portefeuille de Microsoft, par exemple, et où vous allez voir chez Microsoft que ce NFT est bien original, avec les dates, avec le titre du poste, peut-être des appréciations un peu plus subjectives. On peut vraiment mettre ce qu'on veut dans ce NFT de certification. Ok, et ça me fait beaucoup penser à ce que décrivait tout à l'heure Jérémy sur la collaboration et le côté créatif. C'est-à-dire que là, si on devait présenter ces deux candidats à beaucoup de personnes qui ne sont pas au même endroit, d'être dans une pièce comme ça et d'amener différents éléments pour dire tiens, moi je préconise plutôt ce candidat et de pouvoir présenter les choses, c'est pas du tout la même chose que de partager son écran en partageant un CV. C'est un niveau plus avancé et ça peut marcher pour plein d'autres choses. On pourrait ici présenter un projet de manière beaucoup plus visuelle que ce qui se fait aujourd'hui. Alors, quand c'est un projet simple, je vois pas l'intérêt, mais dès que c'est un projet complexe, la visualisation, elle a le mérite de simplifier les choses pour permettre de les rendre accessibles dans une réunion de travail qui dure 1 heure. Exactement, exactement. Et tout l'environnement est assez modulable. Par exemple, si je prends ici Artemis, vous pouvez la déplacer, la mettre où vous voulez. Vous pouvez l'agrandir, la rapetissir. C'est vraiment assez facile de créer des environnements virtuels pour des cas d'usage divers et variés. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur l'utilisation possible comme ça d'une salle qu'on peut projeter dans un univers de travail demain? Oui, par exemple, si tu pointes vers ton fauteuil, tu peux t'asseoir sur le fauteuil, tu y es presque déjà, voilà, exactement, comme ça. Et on peut imaginer une réunion d'équipe avec tout le monde, chacun sur une chaise, où on peut discuter de choses diverses et variées. Alors, c'est encore un peu gadget pour le moment, parce que c'est pas encore... l'immersion n'est pas encore totale, mais on peut imaginer que dans 5-6 ans, ce sera assez intéressant et pas trop fatigant de faire ce genre de choses. Là, sur le côté, là, je pense que c'est le côté plaisant. C'est-à-dire que je fais beaucoup de visioconférences. Je pense pas que je ferai toutes les réunions ici demain, mais si j'ai ça à disposition, sur certaines réunions, je trouve ça plus plaisant d'être dans cet environnement et de pouvoir regarder les personnes plutôt que d'avoir une mosaïque. Je commente, c'est une préférence personnelle, mais je vois ce potentiel alors que j'ai jamais fait encore de réunion dans ce type d'environnement. Exactement. Est-ce que tu as un dernier commentaire sur d'autres choses qu'on pourrait imaginer dans la collaboration de demain, dans ces environnements, dans des applications RH? Alors là, comme ça, je pense que j'ai fait le tour. Après, il y a vraiment énormément de cas d'usage possibles. Les réunions, donc... qui restent à inventer. Voilà, qui restent à inventer, des usages qui restent à inventer. C'est ça. Ok, et dans ce cas, on va pouvoir quitter cet univers virtuel et finir avec quelques commentaires et questions-réponses. Très bien. Je trouve vous enlever le casque. Merci, Yesta. Merci, Pierre. Ça peut être intéressant, Pierre, de parler de ce que ça peut permettre d'éviter comme biais, par exemple, faciès, machin, tout ça. De justement pas voir la personne et de s'intéresser qu'à ses compétences. Est-ce qu'on est bon sur la projection de l'image, Laurent? Ok. Bon, donc on est toujours en live. Là, si on devait résumer, donc on vous a montré quelques vidéos d'exemples de formation. Ensuite, moi, j'ai fait 3 tests d'immersion pour essayer de vous décrire ce que je ressentais. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est on ressent des choses et c'est ça le pouvoir de la réalité virtuelle. Alors si en plus on essaie de l'imaginer dans un vrai monde à part entière comme le métaverse, là aussi on peut imaginer pas mal de choses qui viendront pas remplacer tous les recrutements, toutes les actions de formation, mais qui peuvent apporter des choses et répondre à des problèmes qu'on a aujourd'hui d'une autre manière. Et puis dans la dernière salle, donc là on collaborait et on peut imaginer plein de choses. En recrutement, il y a souvent un sujet qui est très cher à Jérémy, c'est que, en fait, là, on a un avatar. Donc, j'ai pas de biais sur l'apparence réelle, physique de la personne. A contrario, je dépends de son CV parce que je lui demande de me donner des NFT qui vont certifier des expériences ou des compétences, ce qui plaît pas à tous les recruteurs, parce qu'il y a d'autres écoles de recrutement qui disent « moi, je veux recruter sans CV ».
Je veux échanger avec la personne et je veux la faire mettre en pratique pour qu'elle me démontre les compétences qu'elle a, plutôt que d'essayer de me laisser présupposer à partir d'expériences ou de diplômes. Donc, il y a plein de recruteurs à qui ça ne conviendra pas pour ces raisons-là. Mais voilà les deux exemples d'usage qu'on peut avoir et qui répondent à les vrais besoins de recruteurs. Exactement. Oui, c'est ça. Donc, comme un CV physique, en fait, où le candidat décide de ce qu'il met dessus. Ici, on a vraiment une customisation infinie de comment on se présente au recruteur. Ouais. Donc là, c'est dans une nouvelle dimension du CV anonyme, ce qui est déjà pratiqué dans pas mal d'entreprises. Ça marche moins pour ceux qui veulent faire l'inverse et qui veulent le recruter sans CV, uniquement en discutant avec la personne. Donc, il nous reste quelques minutes pour prendre des questions. Je vais lire à voix haute. N'oubliez pas que dans l'onglet questions, vous avez vous pouvez voter pour les questions qui vous intéressent le plus afin de nous aider à prioriser. Donc là, je vais voir s'il y a des dernières questions pertinentes auxquelles on n'aurait pas répondu. Et puis, on terminera cette conférence. On disait que ça pourrait être utilisé en onboarding. Il y a un commentaire sur l'onboarding. Alors, il y a déjà, je crois que l'un des meilleurs exemples que j'ai en tête, c'est Franprix, qui utilise la réalité virtuelle pour de l'onboarding, pour certaines situations qui sont génériques dans tous les magasins. Ils ont beaucoup publié sur ce qu'ils ont fait, donc je pense que c'est assez facile à trouver. Mais effectivement, c'est une des applications RH qu'on n'a pas imaginé. Je sais que dans le monde du luxe, il y avait aussi pas mal de projets d'onboarding pour immerger dans la culture des maisons de mode ou autres, parce que dès lors qu'on veut sensibiliser à une culture, l'immersion marche très fort. Raconter une histoire, ça marche un peu. Immerger dans un monde, ça marche beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on n'aurait pas déjà répondu? Il y en a qui parlent de responsabilité et de justice dans le métavers. Je pense qu'on aura le même sujet qu'on a aujourd'hui avec Internet, en fait. Oui, sauf que dans le métavers idéal, on aurait une justice collaborative au final, donc un tribunal d'intelligence collective, si vous voulez, où les gens vont voter à la majorité ou des gens peut-être élus vont voter à la majorité pour régler des conflits et appliquer une justice. Ouais, donc c'est pour ça qu'on parle de monde à part entière, quoi. Il y aura oui, vraiment, code. Vraiment. J'ai vu une question passer, alors là je la retrouve pas, sur les autres impacts pour les RH sur les nouveaux métiers. Jérémy a un peu parlé des travailleurs du monde virtuel, mais du coup il y a aussi tout un tas de métiers et de compétences qui sont liés à créer et gérer les métavers et toutes les technologies qu'il y a derrière. Et ça, c'est un impact aussi assez important pour les RH. Ça veut dire que il y a des nouveaux métiers, des nouvelles compétences qu'il va falloir intégrer dans la stratégie des entreprises. Et même si on dit que les premiers vrais métavers, ils arriveront que dans 10 à 15 ans, c'est déjà des sujets sur lesquels travaillent les entreprises aujourd'hui. Donc, dans la GPEC, dans la prospective sur l'évolution des compétences et les compétences nécessaires pour rester compétitif, peu importe le secteur d'activité, puisque ça a le potentiel de toucher tous les secteurs, il y a aussi un enjeu pour les RH de s'intéresser à qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça va créer pour les métiers et les compétences de demain. Il y a des métiers et des compétences qui vont apparaître, et il y en a d'autres qui vont être influés par ces technologies et ces métavers. Ça, je pense que c'est un gros impact RH aussi à anticiper, sans être, on n'est pas non plus uniquement dans la prospective de ce qui devrait arriver. Ça a déjà commencé. Et ben, si je ne vois pas d'autres questions dans les plus votantes, je pense qu'on va conclure cette conférence en ligne. Jérémy? Oui. Eh ben, on va conclure. Alors déjà, un grand merci, comme je l'ai dit déjà à la fin de la première partie, pour votre pédagogie, pour expliquer ces sujets-là et essayer de voir concrètement les impacts que ça peut avoir. Donc en gros, on a vu que le métavers, c'est à la fois pas pour tout de suite parce que ces mondes n'existent pas, mais il faut s'en préoccuper dès maintenant et que ça va avoir des impacts pour les entreprises et pour les RH. On voit que la réalité virtuelle, déjà aujourd'hui, a des impacts très intéressants pour la formation. Alors en plus, dans un monde à part entière intégré, pour collaborer ou se former, on peut imaginer que ça fera partie des expériences de demain. En tout cas, moi, c'est des éléments que je retiens. Et mon commentaire le plus fort, c'était mon fil rouge. On n'est pas là pour dire ça va tout remplacer, tous les entretiens de recrutement seront virtuels. C'est dès lors que ça va présenter des intérêts. Et pareil pour la formation, et pareil pour la marque employeur, etc.
Et donc, méfions-nous des cas qui sont soit trop marketés, soit mal médiatisés d'utilisation du métavers. Et moi, pour en parler dans la formation, dans le dernier salon, gros salon de la formation qu'il y a eu en France, il y avait déjà 3 acteurs qui parlaient de métavers. Non, c'était pas des métavers. Alors, ça veut pas dire que c'est pas bien. Ils utilisaient la réalité virtuelle à des fins d'augmenter la mise en pratique dans des formations. Ça, je trouve ça très bien. Par contre, ça s'appelle pas métavers. Comme à l'époque, les chats n'étaient pas gérés par des intelligences artificielles. Comme au tout début, les modules e-learning n'étaient pas des MOOC collaboratifs. Il faut juste faire attention à ça. Donc, si on peut au moins avoir fait passer ce message de sensibilisation pour la formation, je pense que notre secteur se portera mieux. Vous, qu'est-ce que vous retenez là de nos échanges ou quels sont les points importants sur lesquels vous voulez marquer le coup pour conclure cette conférence? Déjà, Pierre, merci de nous avoir accueillis pour le webinaire. C'était vraiment intéressant de partager tout ça à propos de ces nouvelles technologies qui vont bouleverser beaucoup de choses. Donc moi, ce que je dirais pour la fin, c'est qu'il n'y a pas de technologie bonne ou mauvaise de base. C'est juste ce qu'on en fait qui va déterminer de si ce sera bon ou si ce sera mauvais, évidemment. Donc, il faut vraiment s'informer et essayer de s'intéresser à ces nouvelles technologies pour que ça devienne quelque chose de bon pour l'humanité, pas quelque chose d'asservissant, comme on disait pour le Web 2, par exemple. Voilà. Ok. Jérémy? Merci Pierre. Oui, encore merci Pierre et Youno pour l'invitation et surtout toute la logistique de l'événement. C'est extrêmement précieux. Moi, je conclurai en retenant 3 choses de tout ce qu'on s'est dit. Premièrement, le métavers n'est pas encore là. Et donc, tout ce qu'on nous vend aujourd'hui sont soit des simples environnements virtuels, soit des proto-métavers qui ont quelques-unes des briques nécessaires. Donc, avant d'arriver à un métavers où les gens seront dedans, pour l'instant, c'est plutôt des expériences. Et donc, les gens qui disent qu'ils vont sourcer et recruter dans le métavers, je pense que c'est juste pas vrai. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on est évidemment extrêmement attentif aux enjeux sociaux, économiques, environnementaux qui sont liés à l'apparition de tous ces mondes virtuels. Est-ce qu'on est en train de détourner des ressources pour toujours plus d'usages non nécessaires, ou est-ce qu'on va utiliser demain ces environnements pour pouvoir faire des choses qu'on ne peut pas faire dans le monde réel et qui sont utiles, ou pour résoudre même des problèmes du monde réel? Si on arrive à gérer l'un de ces 2 cas d'usage, on pourra se dire que ces environnements sont utiles. Bien sûr, en prenant le soin d'en permanence optimiser l'impact de ces technologies, minimiser les émissions de CO2, la consommation d'énergie, ce sera extrêmement important. Et le 3e point, c'est que ce n'est pas noir ou blanc. C'est être contre aujourd'hui, ça n'a plus vraiment de sens puisqu'on le voit, c'est là, ça arrive, c'est en train de se construire et on n'aura pas vraiment le choix de dire ça existe ou ça n'existe pas. En revanche, on aura le choix de dire pourquoi est-ce que je veux l'utiliser. Et je pense que c'est là que repose notre responsabilité aujourd'hui, c'est de commencer à éduquer autour de nous éduquer nous-mêmes, faire nos propres recherches pour arriver à être éclairés sur ce qu'on veut faire de ces environnements virtuels et de ces métavers demain, pourquoi on veut les utiliser, pourquoi on veut créer de la valeur. Et dans les processus RH, comment on s'assure que quand on le fait, c'est parce qu'on a une meilleure qualité que dans le monde réel ou parce que c'est pour faire des choses qu'on ne pourrait pas faire dans le monde réel. Encore un grand merci. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Vous recevrez, pour ceux qui n'ont pas pu y assister en entier, donc automatiquement un replay, je pense, dans l'heure, disons cet après-midi, le temps de générer le replay par l'outil. Et ensuite, on vous enverra un email plus complet pour celles et ceux qui ont des questions pour aller plus en détail sur des sujets qu'on a abordés. Vous avez des besoins dans vos entreprises. On se tient à votre disposition. C'est quoi le meilleur endroit pour vous contacter pour celles et ceux qui auraient des questions? Alors, directement, vous pouvez nous contacter sur LinkedIn ou depuis le site de Tomorrow Theory. J'en profite également pour parler un petit peu des contenus que, Pierre, je sais que tu suis beaucoup, que ce soit la newsletter, les articles. Donc, on prend beaucoup de temps d'essayer d'informer, de donner de l'information utile sur tous ces sujets du Web3, du métavers, en lien avec les sujets du capital humain en permanence. J'en profite aussi pour parler de l'ouvrage qui va sortir le 20 octobre qui s'appelle RH et métavers. Donc là, on est vraiment dans le cœur du sujet et on organisera, j'espère, avec Youno d'autres événements. Et par ailleurs, on organise, si je ne dis pas de bêtises, Stéphanie, fin octobre, mardi 24 octobre, un webinaire qui sera spécialement sur comment construire une expertise Web3 dans la fonction RH. Ok, et je recommande les newsletters dont tu as parlé. Effectivement, moi, c'est comme ça que je me suis aussi bien initié au sujet de ces potentielles applications RH,
plutôt que de faire des suppositions théoriques. Donc les newsletters de Jérémy qu'on peut trouver sur LinkedIn, sur ton profil, on les trouve assez facilement pour quasiment tout ce qu'on a abordé avec des ressources, c'est une mine d'or. Donc ça vaut le coup d'être partagé. Merci et puis à très bientôt dans nos prochaines conférences et webinaires. Au revoir. Au revoir.